Bonjour les amis. Alors, une nouvelle tête sur cet écran, c'est celle de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est récent. On a fait connaissance récemment. Victor Sarkis. Victor Sarkis est philosophe. Alors on va dire philosophe comme BHL, comme Onfray, comme qui d'autre encore, ah oui, Enthoven, Enthoven. Enthoven, c'est un des pires, des plus stupides. Il est philosophe, mais c'est son métier, c'est la particularité, c'est son métier. Il est enseignant et alors il m'a fait un coup là, parce qu'il a mis derrière, pour masquer sa bibliothèque, me dit-il, qu'il le trouvait dérangé, il a mis un morceau de la vraie croix. Hein. Donc voilà, il a mis le drapeau de l'Union soviétique, parce que celui-là avec l'étoile, c'est bien le drapeau de l'Union soviétique. Pour rassurer tous les gens qui me suivent, j'en ai aussi à la maison. Je pas que j'ai le drapeau français, évidemment, hein, mais j'ai ce drapeau-là, puis j'ai le drapeau de la victoire, le fameux blanc sur fond rouge, hein, celui qu'on voit à chaque parade sorti par l'armée russe et qu'on voit de temps en temps en Ukraine. Bon, donc Victor est un philosophe marxiste. Non seulement ça n'est pas honteux, mais pour ce qui me concerne, je considère que c'est précieux. Alors, il a publié avec un co-signataire, c'était au mois de juin par là, avant Oui, le, c'était avant les élections, donc ça doit être le 20, le 22 juin. Il voilà, avait fait hein, un com. juste avant les élections législatives. Je ne sais pas comment je suis tombé sur sa tactique, très long, absolument remarquable, absolument remarquable. Je l'ai, sans lui demander son avis, je l'ai reproduit sur Vue du droit, je l'ai fait circuler. C'était une analyse extrêmement brillante et puis surtout très stimulante. Donc, j'ai même vu l'ami Slobodan Despot, qui n'est pas tout à fait de notre famille philosophique et politique, mais un ami d'abord, et quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'avait envoyé un petit SMS en me disant cet article est sublime. Hein. Donc voilà. Ah bah oui, c'était son qualificatif. Donc, Victor et son co-auteur ont commis une erreur, la même que moi. Mm. C'est-à-dire que je n'ai pas prévu du tout le sursaut du parti des castors, qui fait que euh, le Rassemblement national, qui avait fait 34% des voix au premier tour et qui, avec l'effet d'accélérateur du scrutin uninominal à deux tours, aurait dû avoir un groupe très important. Je n'ai jamais pensé qu'il arriverait à la majorité absolue au Parlement, mais moyennant quoi, mauvaise surprise pour lui, il y a eu un réflexe anti-FN qui a joué à fond. Mm. Donc, alors bon, on nous a raconté par la suite que la gauche avait gagné, c'est une vaste blague. Mais en tout cas, le RN, dans sa trajectoire, dans sa dynamique, le RN a subi une défaite. Alors bon, il est premier parti de France, il a le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est une défaite relative. Mais en tout cas, il ne s'est pas approché du pouvoir et reste pour lui toujours l'hypothèque de ce rejet qui reste fort. Voilà, mon cher Victor, cette présentation étant faite, je te propose peut-être de la compléter un peu, et puis que tu nous dises, un petit peu naturellement dans l'esprit de l'article, ton analyse de la situation dans laquelle se trouve notre pays après cet épisode chaotique politiquement depuis le 7 juillet dernier. Merci beaucoup, Régis, pour cette présentation. Je n'aurais pas grand-chose à la compléter, hein. Tu as bien précisé que j'étais enseignant depuis quelques années au lycée. Et donc, je suis effectivement philosophe marxiste et militant communiste à mes heures. Donc, je l'étais dans une organisation. Bon, c'est moins le cas maintenant, mais voilà, je reste toujours communiste politiquement, mais bon, pas comme le révisionnisme du PCF actuel ou de Fabien Roussel qui n'a plus malheureusement de communiste que le nom. Sur l'analyse, comment dire, on n'est pas sorti malheureusement de la confusion, parce que si j'avais intitulé l'article Le temps de la clarification, ça voulait dire qu'on était dans une espèce de confusion totale que j'avais un peu essayé d'analyser dans l'article, même si je m'étais surtout concentré sur l'aspect national et que il faut aussi parler de l'aspect international parce que les deux sont liés en France
Sur les deux plans, c'est une catastrophe. Et malheureusement, on n'en est pas sorti. J'avais espéré que comment dire, que l'élection provoquée par la dissolution provoquée par Emmanuel Macron amènerait une espèce de clarification, ou au moins on allait enfin pouvoir, comment dire, voir les camps de s'affronter de façon un peu plus nette. Et comme tu dis, malheureusement, il y a eu le sursaut des castors que, effectivement, comme toi, j'avais pas vu venir. À titre personnel, je pensais avant le premier tour que c'était possible que le Rassemblement national ait la majorité absolue, ou qu'au moins il aurait une belle majorité relative, qu'on serait peut-être à 200, 230 députés minima. Ce qui est vrai que comment dire, la mobilisation des castors m'a surpris comme toi. Mais comme disait Engels dans un fameux texte, le suffrage universel a au moins cette vertu, c'est qu'elle permet de juger de l'état de conscience pardon général de la population. Et effectivement, ça signifie pour nous que, comment dire, le parti des castors a encore des beaux jours devant lui, ou en tout cas que il a encore une espèce de force, d'accord, qu'ils sont encore capables de se mobiliser pour imposer que le rien ne bouge en fait. C'est-à-dire en gros, on continue sur la voie maastrichtienne, la soumission aux États-Unis et l'hégémonie des couches moyennes, avec beaucoup de dettes, beaucoup d'emprunts, etc. Et un pays qui n'a plus de souveraineté, ne produit plus rien. En gros, c'est un peu, ils se sont tous mobilisés pour ça. Euh, L'élection a, comment dire, elle a à la fois rajouté de la confusion et clarifié. Je m'explique, c'est que elle a rajouté de la confusion puisque c'est de plus en plus illisible, la semble de plus en plus morcelée. Le bloc macroniste au sens strict, parce que tu vas voir que le bloc macroniste au sens large maintenant, pour moi, inclut très clairement de plus en plus une bonne partie du nouveau Front populaire, y compris d'ailleurs la FI qui a appelé à voter Macron, hein, Darmanin et Borne hein, quand même. Donc le parti macroniste au sens strict n'a plus de majorité, donc même relative. Donc on est rentré dans une espèce de comment dire de fragmentation, ce qui nous amène à la situation actuelle un peu ubuesque où on a Michel Barnier qui est sorti du chapeau. Enfin bon, qui était plutôt un éléphant quand même. C'était pas quelqu'un qu'on s'attendait à voir revenir et qui compose un gouvernement avec, en gros, composé un peu de macronisme, un parti qui a fait entre 5 et 6% des voix. Mais en même temps, il y a une clarification qui s'est faite euh, du côté de la gauche, entre guillemets, hein, je mets des guillemets bien sûr à tout ça, puisque c'est des concepts qui veulent plus forcément dire grand-chose. Du côté de la gauche, où en gros, comme un seul homme, tout le nouveau Front populaire a fait barrage entre guillemets, a voté pour Macron, donc a clairement préféré comment dire faire perpétuer le macronisme et l'état actuel des choses qui nous emmène très clairement vers la catastrophe à au Rassemblement national. Donc Alors, là-dessus, oui, Victor, je vas-y. t'interromps une toute petite seconde sur justement, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité de ce ralliement à Macron cette fois-ci? Les fois précédentes, 2017, Ah oui, oui, oui. est-ce Là, que, c'était sans peut-être vergogne. Là, c'était sans 2022, vergogne. évidemment, mais Bien là, sûr. là, avant, on a voté pour ce système, on le préfère pour différentes raisons, mais là, on est venu à son secours parce qu'il Ah était oui, complètement. en terrible difficulté. Avant, c'était du théâtre quelque part. Le barrage, c'était un peu une espèce de théâtre. On venait à son aide, et des fois on se pinçait le nez, on s'abstenait, etc. Là, il y avait vraiment urgence parce que il y avait vraiment le risque qu'en fait le système maastrichtien s'écroule en fait, ou en tout cas soit mené à ses contradictions. Et c'était un peu ce que l'article essaie d'expliquer, comment une arrivée au RN au pouvoir, indépendamment d'ailleurs de ce qu'il y a dans la tête des dirigeants du Rassemblement national, allait produire en France. C'était un peu ce que voulait analyser l'article. Et justement pour prévenir cette situation qui aurait débloqué un certain nombre de choses, la gauche a volé à son secours, et là pour le coup de façon pour de vrai, c'est-à-dire que c'était pas du théâtre. Et c'est ça la grande différence, c'est que là ils ont vraiment signé le fait que il y a plus de différence, si ce n'est nominale, entre désormais le nouveau Front populaire entre guillemets et le macronisme. En fait, c'est la même chose. C'est que la vérité de ce nouveau Front populaire, y compris d'ailleurs de la LFI et de Mélenchon, en fait c'est le macronisme. Ce sont tous des nuances de Maastrichtien. Ce sont des macronistes qui n'ont pas d'argent. Donc, Oui, c'est un peu ça. Mais en plus, sociologiquement, ce que tu dis, c'est qu'au niveau des intentions de vote, quand tu regardes pourquoi Mélenchon a continué depuis 2017 a réussi à augmenter légèrement son score alors qu'il a diminué dans les couches populaires, c'est parce qu'en fait, ceux qui l'ont rejoint, c'était des anciens étudiants qui désargentaient,
donc en gros des couches moyennes appauvries qui avaient voté Macron en 2017, qui ont rejoint de plus en plus Mélenchon en fait. Donc même au niveau de l'électorat, c'est le même. Et d'ailleurs géographiquement, ça se voit, ils se disputent en fait les centres-villes urbains avec les mêmes couches sociales, les couches moyennes, et puis toute la France rurale, non urbaine et populaire, tout ça, c'est complètement abandonné par Alors, ces deux c'est partis. abandonné, y compris cet abandon est revendiqué, hein. Il y a Ah oui, le bien fameux sûr. article dans la presse italienne ou espagnole, à chaque fois j'oublie, et plus C'était récemment, italien, le Républicain. Ouais. intervention où Jean-Luc Mélenchon insulte les couches populaires, hein. Donc, Complètement. ce qui rejoint d'ailleurs, et ça me ramène au travail que je recommence à faire sur la justice, qui rejoint cette aversion que ces couches ont pour les couches populaires. On parle de ces couches moyennes, elles ont, et qu'on a vu se manifester avec les magistrats qui appartiennent à Hmm. ces couches, avec la façon dont ils ont réprimé les Gilets jaunes, la violence, et qui procédait de cette aversion et de cette peur. Complètement. Complètement. Là, il y a vraiment une peur de classe. Hein. Et bien, Oui. quelque part, c'est un peu la même peur de classe face aux classes populaires qui a saisi l'ensemble des couches moyennes castorisées lors de l'élection de juin. Ils ont voté comme un seul homme parce qu'en fait, ils ont eu peur effectivement bah, d'une que ça change en fait tout simplement, qu'il y ait un comment dire que leur train de vie individuel ne soit plus tenable. Parce que leur train de vie individuel, il repose en fait sur le système maastrichtien quoi. Et si jamais ça c'est remis en cause ou ça commence à avoir du plomb dans l'aile, leur niveau de vie s'effondre et donc en fait c'est leur monde entier qui s'effondre. Et pour éviter ça, ils ont tous préféré bien sûr voter Macron comme un seul homme avec le cœur plutôt que de prendre le risque que ça se fasse. Alors, on va fâcher beaucoup de gens sincères, y compris des amis. Bien sûr. On vient qualifier de cette façon entre guillemets gauche, en particulier son aile LFI, qui n'est pas différente du reste, hein, des courants qui Ah bah non, composent ils sont le tous ensemble là nouveau pour le Front coup. populaire. Mais c'est effectivement, chez beaucoup, il y a de la sincérité, il y a le sentiment que oui, c'est une des raisons pour. Oui, ils sont de gauche, et c'est une des raisons pour lesquelles ils se précipitent dès qu'ils le peuvent sur des causes qui, en général, sont vidées de leur contenu social. C'est assez. Alors, Toujours ça, sauf, ouais. sauf quand on réussit à repérer une lutte ou qu'il y a une grève, à ce moment-là, on va aller à la sortie, et puis après, on va oublier, hein, Non, bien complètement. sûr. C'est Euh, du folklore presque. Hein. oui, 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 mais parce que ça habille, mais ils font du Terra Nova, quoi, hein. C'est-à-dire que Ah complètement, oui. les couches qui comptent, ce sont les couches de ce qu'ils appellent les quartiers populaires et les couches issues de l'immigration euh, Qu'ils prennent en otage en un sens électoralement, hein. C'est-à-dire qu'ils oui, mais qui votent pas beaucoup, hein. qui en plus effectivement ont des taux d'abstention. C'est pour ça, si tu te souviens, j'avais mis dans l'article à un moment donné, quand j'avais parlé de la composition du bloc LFI notamment, j'avais mis les quartiers des immigrés et j'ai mis entre parenthèses pour ceux qui votent, parce qu'effectivement c'est vrai que les taux de... C'est facile de faire 70% quand il y a 30% des gens qui votent, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très difficile. Alors, on vient de traverser une phase quand même assez inouïe, quand les Hmm. historiens se pencheront dessus, où toutes les règles ont Oui. été piétinées, abolies. Le petit détail, tiens, qui se repose maintenant parce qu'il y a un certain nombre de ministres qui occupaient des postes dans les institutions internes de l'Assemblée nationale qui vont partir. Donc, il y aura Oui. de nouvelles élections. Et là, Braun-Pivet, tensé par Emmanuel Macron, a dit qu'elle était favorable à ce que le RN y soit représenté. Parce que pour qu'il Hmm. n'y soit pas, moi, ça m'a profondément choqué. Non pas que le RN, où il y en a certains, je pense à des Sébastien Chenu ou d'autres, qui ont des positions infectes sur l'Ukraine, infectes sur Oui, le, oui, il y a le Julien Audoux Moyen-Orient qui et s'est tous pas ces mal gens-là. distingué Ces aussi, gens-là ouais, ne bien sûr. m'intéressent absolument pas, mais le problème, c'est qu'il y a des règles et on ne les applique pas alors qu'il s'agissait, je l'ai déjà dit, du premier parti de France, en termes de voix, en termes de groupe, etc. Ça veut dire elles n'ont aucun intérêt, ces règles. Ah oui, complètement. Et ça se On situe. viole. On a eu pendant 4 ou 5, non, j'exagère, 3 mois, bien sonnés, des ministres qui étaient des ministres de plein exercice, Hmm. nouveau concept de ministre démissionnaire, et qui étaient, mais
Ah oui, c'était une tous situation les jours, incroyable. qui violait tous les jours lourdement la Constitution. Hein. Hmm. Aucune légitimité, aucun pouvoir normalement que d'expédier des affaires courantes, ce qui est un concept étroit, aucune possibilité de contrôle du Parlement. Enfin, c'était plus une république. C'était, Ah oui, euh, complètement, on était passé alors, dans autre je vais pas chose. dire une dictature, c'était un foutoir total. Mais avec cette particularité, Dans c'est une que, dictature, il y a au moins le souverain, comme dirait Carl Schmitt. voilà, hein, Là, c'est effectivement, c'était l'anarchie au sens grec du terme. témoignant d'un rapport à la Hmm. norme, d'un rapport aux Oui, règles totalement aboli, quoi. C'est-à-dire bien que, sûr, ok, et pas un journaliste, ben, il n'y a pas une conférence de presse, il n'y a pas un universitaire qui est venu dire, bien attendez, sûr, attendez, on a un problème là. Non, non. bien sûr, C'est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que tout le dispositif institutionnel déjà bien abîmé de la démocratie représentative était par terre. bien Et sûr. c'est pas ce qu'on a Et, mis en place qui bien sûr. va Et tellement d'ailleurs, le. vous devez le savoir mieux que moi, mais je le dis éventuellement pour les auditeurs, mais un des traits caractéristiques du nazisme, notamment historique dans son rapport au droit, c'est premièrement son mépris absolu du droit, et deuxièmement le fait qu'il ne s'embarrasse pas avec les institutions. Je veux dire, le NSDAP, le Troisième Reich, n'a jamais aboli formellement la République de Weimar. Ils n'ont jamais pris la peine de le faire. C'est-à-dire que formellement, on était toujours dans une espèce de continuité parce que le droit n'intéresse pas ces gens-là. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement fascisme dans le macronisme depuis le début. Ça devient juste de plus en plus clair. Enfin, dans le macronisme, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, hein, dans la couche sociale qu'il représente, et que cette essence vient de plus en plus, pour parler comme un hegelien à l'apparence, c'est-à-dire que ça se voit de plus en plus en fait. Et ce mépris du droit, ce mépris des règles, ce mépris des institutions, et donc en dernière instance de l'État, là aujourd'hui on est presque au sommet de ça. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Je profite de l'occasion, hein, Victor, pour faire passer Bien sûr. certaines de mes idées, Ben, je vous en prie. ailleurs que sur les réseaux, où je le fais aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est la rapidité avec laquelle l'État de la République de Weimar s'était effondré entre le 30 janvier 1933, arrivée d'Hitler à la chancellerie, et l'installation d'une dictature totale. Alors, Hum. certains disent c'est l'été 1933, d'autres disent que c'est la nuit des longs couteaux. Je vais dire un mot de ce cher Carl Schmitt, alors qu'on revendique de temps en temps. Moi, ça me sidère complètement. Ah oui, non, c'est Mais incroyable. ça m'a toujours surpris la rapidité de l'effondrement, de l'installation du nazisme. Je Oui, non, trouve que cet effondrement des règles chez nous va très vite. Y compris qu'en parallèle, on a par exemple, c'est un petit détail, mais le soi-disant dispositif temporaire de reconnaissance faciale mis en place pour les Jeux va être oui, pérennisé, comme par hasard. bien Enfin, sûr. et tout ça se passe, alors je ne parle même pas des lois liberticides en pagaille qui ont été Hum. mises en place, ce qu'on voit se dessiner autour de la liberté d'expression, ça va très très vite. Je Des pense grammes, bien qu'on est sûr. dans un Bien sûr. processus de fascisation assez extraordinaire. Pour en revenir à ce Carl Schmitt et à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, euh, la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux, c'est une purge qui est faite, alors à la demande de la grande bourgeoisie qui a mis Hum. Hitler au pouvoir et à la demande de l'armée dont il a besoin pour Bien faire la sûr. guerre, puisque la décision de faire la guerre est prise. Et donc, c'est un massacre assez épouvantable et il est validé juridiquement a posteriori. C'est-à-dire qu'il y Oui. a un décret qui est pris hein, disant, voilà, ils ont été méchants, il faut tous les tuer. Bon, très bien. Et naturellement, Carl Schmitt dit bravo. Il dit Bah oui, bien sûr, bravo. c'est le fameux article l'égalité, légitimité, qui est cité par tous les étudiants en droit ou en philosophie du droit, etc. Alors que c'est un truc qui justifie la mise dans le couteau. Enfin bon, C'est ça en monstrueux. dit long sur le C'est simplement personnage. monstrueux. Et ça montre où on en est, malheureusement. Ça montre où on en est. Bon, on fera peut-être d'autres choses autour de la dénazification qui aurait dû suivre Hum. la Deuxième Guerre Gros mondiale. dossier, oui. Hein, parce Gros que dossier. je pense qu'on est en train d'en voir le fait qu'elle n'ait pas été Hum. effectuée en Occident, on est en train d'en voir les effets. Et Juste peut-être, ouais, peut-être préciser pour nos auditeurs qui n'auraient pas forcément lu l'article, qu'une des grosses thèses de l'article,
ce qui m'a valu beaucoup d'attaques par ailleurs ou d'inimitié. C'était une sorte de démonstration à partir d'un point de vue que j'ai essayé d'être le plus marxiste possible et basique, que le RN ne peut pas être considéré comme un parti fasciste. C'est-à-dire que ça, c'était une des grosses thèses de l'article auquel je tiens parce que si on part avec cette idée-là, on comprend plus rien. Et là, on rentre effectivement dans le théâtre du Front populaire, du barrage au fascisme, etc. Et on n'arrive pas à voir que enfin, l'avant-garde du fascisme, c'est très clairement le macronisme. Oui, c'est l'extrême centre. C'est l'extrême C'est ça. centre. Et qui s'appuie, comme par hasard, cet extrême centre, dans tous ses mauvais coups, s'appuie sur les couches moyennes. Hein, Toujours, oui. ça s'appuie sur les couches moyennes. Donc, alors, il y a tout un Contre les couches raisonnement. populaires, d'ailleurs. Il y a tout un raisonnement de bonne foi, en plus, de la part de gens, mais qui plaquent une inculture à la fois historique et juridique, je suis désolé de le dire Bon, comme ça, et qui plaquent sur une réalité. Voilà, le fascisme, représenté par le Rassemblement national, oui, sera la voilà. roue de secours du capitalisme en difficulté, euh, Oui. comme il l'a été incontestablement à l'entre-deux-guerres. Donc, Ah bah oui, bien sûr, ce et on fascisme-là, essaye de oui. plaquer cette analyse, y compris Chapoutot, qui parle, qui est un excellent spécialiste du nazisme, et qui Tout à dit ça. fait. C'est dans l'article d'ailleurs. Ben, Euh, je l'avais mis parce que mais les bras m'étaient tombés, quoi. Il avait dit en gros, la situation est la même que dans les années 30. Enfin, venant d'un historien, bon, je comprends qu'il ait un public politique à choyer et que l'essentiel de sa carrière universitaire étant faite, il a pas, il peut sur certains sujets se permettre de pas avoir de rigueur. Mais là, quand même, c'est pas possible. Enfin, donc justement, j'avais repris un peu dessus pour montrer l'absurdité d'une telle idée et l'absurdité du plaquage. Ça nous emmène dans le mur, en fait, de raisonner comme ça. alors, c'est une question très importante, Victor, et ce que j'avais apprécié dans l'article, c'est que on ne peut pas réduire le Rassemblement national a un parti fasciste au sens, je Oui, vais dire, classique du terme. Donc, bien sûr. j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que ça ne veut pas dire que c'est un parti de masse au service de la classe ouvrière, mon cher. Ah Hein. non, 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 c'était pas C'est le pour moins dire qu'il qu'on dise. remplaçait le, C'est le, le le moins le qu'on puisse PCF. dire. Hein. Non, non, c'est sûr. Même si le vote RN est souvent un vote de classe. Mais bon, C'est un vote populaire. En fait, c'est la grande contradiction du RN, c'est d'avoir, si je voulais avoir une boutade, ils ont un peu leur gros problème, c'est qu'en gros, ils ont l'électorat du PCF des années 60 et 70, et ils ont la politique des cadres du RPR des années 90. C'est un peu leur grande contradiction, et ça, comment dire, c'est ce qui les tue, c'est ce qui les empêche de progresser, et c'est ce qui les emmène aussi dans le mur. Le RN à l'origine, enfin le FN à l'origine, c'est un parti poujadiste avec un peu des côtés plébéiens et certains éléments fascisants très clairement qui restent encore. Hein. T'as parlé par exemple de certaines prises de position, je pense de Julien Audoul, etc., ou de certains sur le conflit au Moyen-Orient, etc. Il y a très clairement des éléments fascisants. Après, bon, pour moi, le fascisme, c'est censé être l'avant-garde. Or, on constate que sur tous les dossiers, depuis des années, bah, si le RN participe à la fascisation, c'est plutôt l'arrière-garde. J'avais pris un exemple. Je l'ai pas mis dans l'article parce que ça m'était venu à l'esprit quelques jours après, mais j'en profite pour le dire. C'était il y a un an ou deux, il y avait une grève à la RATP, et c'était très intéressant la gamme des réactions des politiques en dehors de la gauche. On avait, comment dire, donc le macronisme, bon, salaud de gréviste, etc., et ainsi de suite. On avait, bah justement, on avait Éric Ciotti. C'est là qu'on va voir le problème en fait. Il y avait Éric Ciotti, il y avait les LR, donc il y a 2 ans c'était les LR, qui complètement, il faut interdire le droit de grève, etc. Donc très clairement, qui avait la position la plus fascisante. Et on avait, je crois que c'était Sébastien Chenu qui avait pris la parole, donc le RN, qui avait une position un peu mitigé. Il disait bon, je m'attaquerai jamais à des gens qui se lèvent tôt, c'est Denis qui dit, donc bon, les grévistes, pourquoi pas machin, mais c'est vrai que embêter les gens qui vont travailler le matin, etc., c'est pas bien. Enfin, on sentait le type qui essaie de ménager la chèvre et le chou, etc. Et donc, mais ça, c'est bon, c'est un exemple. On pourrait me dire oui, bon, c'est un truc qui est très courant dans la gauche, hein, c'est l'idée que le RN ment en permanence et que tout ça c'est qu'une tactique. Bon, en fait, c'est que c'est pas un élément isolé. Si on prend toutes les positions, la position la plus fascisante, elle est toujours tenue soit par le macronisme, soit par des cadres de LR qui sont macronistes ou macro-compatibles, et généralement le RN est plutôt à l'arrière-garde de la position réactionnaire.
voire des fois, comme par exemple sur le dernier vote au Parlement européen, il faut le dire, je vais pas me faire des amis à gauche en disant ça, mais sur la question des armes russes, il y a que le RN qui a intégralement voté contre l'utilisation des armes occidentales, enfin, l'autorisation d'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine sur le territoire russe. Tous les autres, donc c'est incroyable le graphique. Il y avait de Marion Maréchal à Manon Aubry. C'était vraiment l'union sacrée. Ils avaient tous soit voté pour, soit une partie du groupe s'était abstenue et l'autre avait voté pour, comme notamment à la ici. Donc là, ce vote-là, par exemple, pour moi, ça synthétisait les choses. C'est-à-dire qu'on avait tous les autres. Il y a des émouristes jusque à LFI en embrassant tous les LR et le bloc macroniste qui étaient dans une vision belliciste et complètement fascisante sur l'international. Et au moins sur le dossier russe, on avait un peu le RN qui était le seul à avoir une position, comment dire, de, d'apaisement du conflit en un sens, donc de diminution des risques de guerre. Et donc sur tous les dossiers, mais ça on peut le prendre sur tous, quasiment, le RN est celui qui a la position la moins fascisante, à droite en tout cas, et voire même des fois pas seulement à droite, et quand il a une position fascisante, c'est généralement à la traîne des autres. Donc très clairement, c'est pas un parti qui est à l'avant-garde du fascisme. Donc ceux qui l'ont analysé comme ça, pour moi à gauche, se sont complètement fourvoyés. Alors, avec une particularité, c'est que bon, c'est un parti. Alors, le temps des partis de masse est passé, c'est clair, Oui. mais c'est pas un parti de masse, bien sûr. C'est un parti de cadres, et encore le niveau des cadres Mmh. moyens, c'est quand même pas Ouais, fameux. Alors, il y a pas de toujours problème. cette espèce de qu'on sort en permanence. Je comprends qu'on le sorte, c'est qui sont les créateurs, quoi. Hein. Il y avait, alors Mmh. c'était, il y avait Bah quelques bien sûr, mais gars. c'est pour ça que j'en parlais dans l'article, c'est que bon, l'histoire c'est bien, mais dans ce cas-là, le PS est jaurétien, les LR sont gaullistes et le Bien sûr, PCF est taurésien. Bon, bien j'aimerais sûr. bien, j'aimerais bien. Bien sûr. Non, mais bon, il y a toujours ça, mais c'est pas un parti de masse. Il n'a pas de milice, je Non, crois. Hein. Il n'y a pas de SA. Hein. Faut arrêter non, de non, dire non, des conneries. C'est-à-dire que le fascisme, il a été analysé et effectivement, le RN ne coche pas beaucoup de cases. non, non, Et, non. Ah non, ça c'est sûr. alors, Déjà par la composition, je l'avais analysé dans l'article, mais il y a la composition déjà de son électorat très très populaire et ouvrier, au détriment d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas dans les autres partis, qui à mon avis interdit que ce soit un parti fasciste. Enfin, ou alors dans ce cas-là, faut arrêter d'être marxiste. Je veux dire, bon, si le prolétariat est capable de voter en masse pour le fascisme, bon, je veux bien qu'on puisse tromper des éléments. C'est le principe du NSDAP, c'est qu'on met socialiste dans le nom et on arrive à tromper quelques éléments un peu déclassés, de chômeurs ou un peu perdus, etc. idéologiquement. Mais le vote, par exemple, du NSDAP, ça a jamais été un vote ouvrier de masse. Il y en a eu, mais là, le gros, c'était la petite bourgeoisie qui avait peur, la petite bourgeoisie commerçante et poujadiste, etc., qui les rejoignait. Et puis c'est tout. Le RN, le gros des forces vives, bon bah c'est des ouvriers, c'est des gens qui travaillent, donc bon, s'imaginer que ces gens-là, comment dire, mettraient en place le fascisme en France, ça me semble un peu fou. D'autant que vu le niveau des cadres, qui, il faut le dire, est quand même extrêmement faible, on n'est pas face à des gens qui, comment dire, qui sont des as de la manipulation. Ça ressemble pas à un parti de grands bourgeois, c'est ça ce que je veux dire. Au niveau des cadres, ça se voit d'ailleurs. Les types se font piéger, ils disent des bêtises, ils ont des passés un peu sulfureux, etc. C'est pas le cas de la grande bourgeoisie, comme ça a été le cas par exemple sur ceux qui ont soutenu le NSDAP. Alors, dans les soutiens de la grande bourgeoisie, on cite toujours Bolloré, mais bon, j'ai envie de dire, il y a que lui. oui, oui, puis Tous c'est les bon. autres, bon, c'est pas un seul milliardaire en France. C'est une histoire très particulière, liée à l'extrême droite, et à l'extrême droite religieuse en plus, En plus, oui. Et puis un peu ambigu, parce que je me souviens, j'avais en 2012, Bolloré avait appelé à voter Hidalgo à la mairie de Paris quand même. Faut pas l'oublier non plus. Donc c'est quelqu'un qui est un peu et qui avait appelé à voter Sarkozy en 2007. Enfin, on se souvient de son soutien à Sarkozy. Donc on est Oui, face à mais quelqu'un faut qui quand même rappeler que Sarkozy, en 2007, il l'a reconnu, il l'a même revendiqué, il aurait été élu grâce à... ah. aux voix du oui, aux voix de Jean-Marie Le Pen, c'était un peu le truc. Je Oui, crois ah qu'il y a ben, d'ailleurs il à a l'époque, réussi, mais oui, c'est ce qu'on disait ouais, beaucoup à l'époque. C'est pas faux, complètement faux. Euh, c'était la ligne de... Ah, le nom m'échappe maintenant, alors que je le connais bien. oui, Buisson, c'était la ligne Buisson, Buisson. c'était Oui, oui. Patrick Buisson. Euh, Mais à autre l'époque, parti. le RN, enfin, pardon, le lapsus, le FN à l'époque en 2007, c'était pas du tout la même chose. Il n'y avait pas le même discours, il n'y avait pas les mêmes cadres.
Il y avait pas le, Il était il y avait pas déjà autant d'électeurs populiste, ouvriers. oui, mais C'était populiste, mais il n'y le, avait pas ce le- niveau-là. c'est Patrick Buisson qui, en proposant une ligne à Sarkozy, a un peu, je veux dire, vidé le réservoir parce que Oui. le FN s'est retrouvé à 7% ou quelque chose comme ça. Non, 10 ouais, je crois qu'il avait fait 10%, mais oui, Non, il avait moins quand que même ça, moins pris que un ça. bon. Enfin bon, peu importe, mais Oui. aujourd'hui, c'est à 34, hein. Donc, Ah oui, ça n'a plus rien à voir. ça change tout. Et justement, il a été amené, ce que j'ai toujours considéré comme une épicerie familiale, qui a été Oui. reprise par un C'est pas membre de faux. la famille, et dirigée par une personne qui déteste la grande bourgeoisie. Hmm. C'est Ça se absolument sent pas beaucoup. quoi. Alors oui, le château de Saint-Cloud. Le château de Saint-Cloud, il a été acheté grâce à une captation d'héritage. Toute Hmm. la bourgeoisie versaillaise du 16e a considéré que c'était une imposture, Bien sûr. c'était un parvenu. J'allais le dire. Je veux dire, la famille Le Pen le leur rend bien. Donc là, il y a une vraie, Complètement. de ce point de vue-là, il y a une vraie césure. Donc, bon, après tout, c'est comme ça. C'est un parti populaire qui a la confiance, et moi je le déplore, je le regrette, qui a la confiance des couches Oui, populaires. Alors, classe malheureusement. ouvrière Oui. et salariés d'exécution des services, mais je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un parti Non. fasciste. Alors là, le, on a au pouvoir un bloc qui, lui, peut être considéré, enfin, en tout cas par moi, c'est Je partage ton avis un, sur comme le fascisme macronien. un système néofasciste qui est dangereux, qui est dangereux. Hmm. Bon, aujourd'hui, sur le plan institutionnel, on est complètement bloqué. On a un Oui. président qui ne pourra pas se représenter, donc Normalement. ça ne va pas améliorer du côté du bloc macroniste qui a existé, qui était fort. Il a été élu avec Ah oui, 60% ah, des bien voix en sûr. 2017. Merci le PS, dont il était le vrai candidat. En Oui. 2022, avec 58, Hmm. avec bon, des élections législatives que Macron a perdues. Ce qui ne veut pas dire que Hmm. ce soit le mouvement macroniste qui les ait perdus, mais parce qu'ils ont conservé un groupe important quand même, et ils ont pu gouverner grâce au Oui, système de la Constitution de 58, c'est-à-dire qu'on peut gouverner même si on n'a pas la majorité absolue, grâce c'est ça. au système du fait que le système ne repose pas sur la confiance, mais sur l'absence de défiance, le système Oui, ce parlementaire, qui hein. fait toutes les différences. Ah oui, c'est très important Bah ça. là, oui, on voit la Et différence maintenant, oui, effectivement. et donc, oui, mais aujourd'hui, on a cette innovation américaine qui a été voulue par Sarko, pas Oui. plus de 2 mandats. On a Hmm. une dissolution absurde au plan tactique de la part Ah oui, de Macron, ça, c'est sûr que c'est et complètement. donc, et une chambre ingouvernable. Hmm. Donc, qu'est-ce qui peut se Pour la petite produire? anecdote, je me demande encore ce qu'il espérait Emmanuel Macron en dissolvant. Enfin, à moins que c'était pris sous le coup d'un rail de coke de trop. Mais en écartant cette hypothèse, je sais pas quel était le plan. Soit il y avait de l'ubris, soit il y avait l'idée peut-être que le RN allait faire plus et allait le décharger du fardeau du pouvoir. Parce que l'autre grand point dont on n'a pas encore parlé, c'est que là, il y a un budget à voter. Il va falloir le voter quand même. Il y a l'Union européenne qui surveille et on est sous surveillance, etc. Les marchés financiers surveillent aussi sur les taux d'intérêt. Et comme et genre, on en revient à ce dont on parle au début sur la question des couches moyennes, parce que le niveau de vie des couches moyennes aujourd'hui, dans un pays qui a plus de souveraineté, plus d'industrie, qui produit en gros quasiment plus rien, bah, en fait, il repose intégralement sur de la dette, en fait. Donc, s'il y a plus de dette, le niveau de vie des couches moyennes va être attaqué. Ça va être celui qui va être raboché. Et donc, ces couches qui auront volé au secours, peut-être une dernière fois d'ailleurs du système maastrichtien, seront peut-être comme dans une espèce de système aztèque un peu sadique, les premiers sacrifiés. Parce qu'il va arriver, parce que là, faut voter le budget. Bon, moi je suis incapable de dire ce qu'on va voter, sur quelle base, etc. Si ça va rassurer les marchés financiers, si ça va rassurer l'Union européenne. On en vote un, bon, quid ensuite de comment ça se passe, parce que là, visiblement, le déficit, même pour cette année, va être absolument stratosphérique. Enfin bon, et plus grand qu'annoncé. Donc bon, vu qu'on a en plus des incompétents qui sont visiblement au pouvoir, la ferme a l'air très très mal engagée. Alors, dans ce panorama un peu terrible,
quel avenir pour les gens du NFP? Parce que dans l'article, on est parti de l'article, Oui, hein, pour on les en gens qui parle, nous oui. écoutent, ceux qui l'ont pas lu, La tant question pis est pour très bonne. vous. Mais le, le- la gauche, à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de juin, elle se rassemble, elle se fait appeler Nouveau Front Populaire, ce qui est là aussi une captation d'héritage, c'est une Complètement, oui. imposture totale. Bon, D'un mais autre genre, oui. elle fait quand même le, le score le plus bas de l'histoire de la Ve Mm. République pour le mouvement pour la gauche. Elle fait 27%. Oui. Et Ouais, c'est pas énorme, hein. non, c'est pas énorme. Elle bénéficie de l'accord, de l'alliance électorale avec le macronisme. Elle essaye d'imposer euh, une, une candidature absurde, absurde, une caricature Oui, ah oui, de la tout haute à fait, fonction publique efficacité. socialiste, arrogante, Oui, on peut pas faire sociétaliste, plus déconnecté là, oui. qui commence par nous étaler sa vie privée, tout ça, mais enfin bon, c'est Oui, terrible. oui, alors c'était un peu Et déconnecté s'y là. accroche. Donc bon, alors là, je crois qu'aujourd'hui, la messe est dite. Là, je pense qu'elle va retourner à son néant, dont elle n'aurait jamais dû sortir. Je peux me tromper, hein. Mm. Euh, en politique, Peu de chance. tant qu'on n'est pas vraiment mort physiquement, on n'est pas mort politiquement. Bon, C'est vrai, mais Régis, il faut avoir été vivant une fois, ce qui n'est pas le cas de Lucie Castet. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, tant pis pour elle et ce qu'elle représente. Oui, Alors, euh, avant de te passer la parole sur la gauche, sur un oui, peu comment tu la vois maintenant, confrontée à la réalité de sa situation, concernant Macron et les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, il y a un facteur qu'on néglige complètement depuis le début. Alors, Victor et moi avons un autre point commun, c'est un intérêt important pour l'Antiquité bien sûr. gréco-romaine, avec peut-être un peu plus pour la romaine, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il fallait un cursus. Il y avait le cursus honorum, hein, qui était Bien sûr, effectivement, c'était quand même un pour élément accéder important. aux fonctions électives, bah, il fallait gravir des marches. On nous a fourgué, on nous a fourgué un psychopathe incompétent au plan politique. Un type qui n'avait Oui. jamais rien fait auparavant, il n'a jamais dirigé une entreprise, il n'a jamais été élu nulle part, il a été dans une banque d'affaires où il a organisé une corruption. Quand je dis il a On peut organisé une difficilement faire corruption, plus non, bandit non, et mais on lui a fait des déconnecté, oui. cadeaux. Mais la décision de le pousser à la présidence de la République était déjà prise depuis un moment, hein, et la contrepartie de Mm. des cadeaux qui lui ont été faits à ce moment-là, ça a été il y a eu des retours dès lors qu'il a été dans la sphère publique, parce qu'il a d'abord Ah bah bien été sûr, secrétaire oui. général Renvoi d'ascenseur, oui. secrétaire général adjoint de l'Élysée, et l'affaire Alstom a commencé à ce moment-là, hein. Je Mm. rappelle que à partir du moment où Emmanuel Macron est arrivé au ministère de l'économie à Bercy, avec cette Mm. merveilleuse photo où le grand Montebourg, souverainiste parmi les souverainistes, s'il en est, grand défenseur du fabricant français, lui a donné une accolade. Quasiment, on a eu l'impression qu'il allait mettre la langue aussi. Bon, je suis cru, mais Oui. c'est insupportable. Je ne supporte pas ce gars. euh, pour des raisons historiques, parce que je connais Il bien est son très histoire et focus je par sais très bien ailleurs. qui il est. Mais bon, maintenant que j'ai tapé sur Montebourg, le problème, c'est que à ce moment-là, pour rester sur Alstom, euh, Macron a fait virer tous les conseils de la société Alstom, Mm. de l'État qui décidait, pour installer ses copains. Et alors que tout le boulot était fait, que ces interventions étaient inutiles, il y a Mm. eu 160 millions d'euros d'honoraires qui ont été versés. Le rapporteur de la commission d'enquête sur Alstom, Olivier Marlex, le LR, hein, Oui. qui a écrit un Ah oui. livre pour appelé Les liquidateurs, mais après il s'est bien calmé, hein, a transmis au parquet un signalement disant voilà, on a une opération de corruption. On a une Mm. opération de corruption géante même, hein. Ah ouais. Naturellement, les parquets, je dis les parce qu'il y en a eu plusieurs, n'ont Il y en a eu jamais plusieurs qui ont bougé. enterré Ça, l'affaire. ça ce sont mes idées fixes, n'est-ce pas? Donc, je reviens à Macron. Lorsqu'on on fera leur procès après la libération,
de Monsieur Jouyet, de Monsieur Attali, des magistrats qui ont fait le coup d'État judiciaire de 2017 pour Oui, liquider la oui. candidature Fillon pour lui permettre d'arriver au pouvoir, les journalistes du Canard enchaîné qui ont marché dans la combine, les collaborateurs de l'Élysée qui étaient à la manœuvre, hein, lorsqu'on les jugera, on leur demandera, mais pourquoi vous avez choisi ce gars? Pourquoi vous avez choisi ce Oui, c'est type vrai. dont la simple confrontation avec lui montre bien qu'il n'est pas fait pour Ah, qu'il être y a un un homme problème, oui. politique. Oui. C'est pas un homme Bah, politique. Donc, la seule chose qui l'a motivé, hein, voilà, je redeviens véhément, la seule chose qui l'a motivé le 9 juin au soir, c'est son nombril, c'est sa oui, oui. vanité, c'est son Bah, narcissisme d'où le fait que maladie. j'ai ouvert l'article par la métaphore avec Héliogabal, quoi, Voilà. l'empereur romain juvénile, complètement allumé, lubrique, enfin bon, la totale, quoi. Il a un peu ce côté-là, effectivement, ce côté chérubin impulsif. Mais c'est pas un peu. Je crois pas un peu. Moi, je pense qu'on a Oui, vraiment, on a porté à la tête de l'État un psychopathe. oui, oui. J'ai Bah, croisé, c'est souvent j'ai ce qui se passe croisé, dans les classes sociales, dans les classes sociales un peu en, comment dire, en déclin ou en déshérence. Elles arrivent à produire et à sélectionner comment dire, les individus qui leur ressemblent complètement. Et donc là, pour le coup, la bourgeoisie française s'est trouvée en Macron quelqu'un qui l'incarnait dans son insouciance. La bourgeoisie française a toujours été aussi une de ses caractéristiques depuis Napoléon. Moi, c'est un peu une de mes idées fixes, c'est la, comment dire, c'est de dire que la bourgeoisie française a trahi Napoléon en 1815 au profit des Anglais et que depuis elle vit toujours là-dessus. Et la bourgeoisie française a toujours été anti-politique en fait. Ça a toujours été une bourgeoisie. Bon, elle a fait un peu, mais contrainte et forcée par quand même les couches populaires, la Révolution française. Ça, c'était bien. Napoléon, puis elle a vu que ça la menait un peu loin et que on risquait d'aller au-delà du monde bourgeois classique. Et donc, la bourgeoisie française a toujours eu ce côté très anti-politique. Ce qui fait que d'ailleurs, les bons hommes politiques français, je pense notamment à De Gaulle, ou même à Clémenceau, là je parle de côté bourgeois, ont toujours eu un rapport avec la bourgeoisie un peu, comment dire, un peu conflictuel quand même, la bourgeoisie française. Parce qu'elle a ce côté anti-politique et finalement, dans le stade terminal auquel elle est arrivée aujourd'hui, dans effectivement le néant culturel, ou comme tu parlais des antiquités romaines et latines, bon, c'est plutôt le cursus des honorum qu'autre chose, pour la bourgeoisie française, bah, elle s'est trouvée dans Macron l'individu qui incarnait ça de la perfection en fait, avec en plus son côté j'aurais voulu être un acteur, etc. Donc qui se prêtait complètement au fait d'être un pays. Comme on était un pays Potemkin, où on joue à faire semblant, on fait semblant qu'on est une nation, qu'on a une industrie, qu'on a une souveraineté, bah on avait un président Potemkin, c'est-à-dire un espèce d'acteur raté comment dire, qui un jour s'était fait draguer ou draguer sa prof de français, etc. Qui se retrouve un peu là sans forcément trop de raisons, avec effectivement, comme tu dis, hein, les types qu'il faut les nommer, hein, les Attali et compagnie, qui l'ont foutu là et compagnie. J'en oublie d'autres, certains qui sont décédés maintenant, qui Ben l'ont moi, mis là. j'en ai, moi, Tous reconnus, tous. j'en ai connu Hum. un. J'en ai connu un. J'ai connu son parrain, son sponsor, celui qui a payé son mariage, qui était un socialiste, un promoteur socialiste très sympa, qui m'aimait bien, Comment il s'appelait déjà? Parce que c'est peut-être celui Henri auquel je Herman. pense. Oui, voilà, Herman. Voilà. Henri C'était à lui Herman. que je pensais. On était assez Décédé, potes il avec me Henri. semble, un tout petit peu après l'élection. Oui, 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 oui. Puis naturellement, Emmanuel Macron a une comme Oui, caractéristique d'être extrêmement ingrat. Il a été odieux. À la fin de sa vie, il est mort âgé. voilà. Hein. Comment il a traité Jouillet? Jouillet, enfin, la tête de Hum. Jouillet sur le perron de l'Élysée annonçant la nomination de Macron, qui était secrétaire général adjoint, la Ouais, nomination de Micron à à Bercy. Mais la jouissance sur le visage ouais, extraordinaire, ouais. quoi. Il était si content. L'autre s'est essuyé les pieds dessus après, hein. Ah Tous bah bien ceux, sûr, oui. beaucoup des socialistes qui l'ont rallié, puisque c'est le Ah bah candidat, oui. le vrai Il candidat les a mal du PS récompensés, en oui. 2017, il les a balancés par-dessus bord. Bien Bon, sûr. on a dit du mal de Macron, maintenant on va dire du mal de la gauche. Le mal de la gauche, oui, Où tout à elle va, fait. cette gauche? Alors, je répondrai en trois points, un peu. Je vais noter un peu, comme je suis un peu ordonné. Le premier, à mon avis, c'est un élément sur lequel très peu de gens ont attiré l'attention. J'ai tout de suite regardé ça au lendemain comment dire, de la catastrophe castoriste, pour un peu essayer de comprendre et prendre en compte l'ampleur du désastre. Et il y a un chiffre qui a retenu mon attention, c'était les reports de voix au deuxième tour des électeurs macronistes. En gros, le macroniste pour qui il a voté au deuxième tour aux législatives, quand en gros son candidat s'est fait éliminer. Donc en gros, il y avait entre le RN et LFI, qu'est-ce qu'il fait le type? Tu vois?
ce qui va voter LFI, ce qui va voter RN et ce qui va à la pêche. Et le vote pour le Rassemblement national, bien entendu, tu l'imagines, est très faible, 19%. Le vote pour un candidat du NFP est beaucoup plus élevé, y compris d'ailleurs, et là j'avais pris le truc, en cas de candidature pour un LFI. Pour un LFI, c'était 19% pour le RN et 40% pour un LFI. Le reste, en gros, s'abstenait. Donc ça veut dire que là, moi j'aime bien les chiffres, tu vois, ça permet un peu de mesurer. On peut mesurer, tu vois, le niveau de détestation réciproque que le macroniste a du RN et de la LFI. Donc la branche la plus soi-disant sulfureuse, anti-républicaine, tout ce que tu veux comment dire, du NFP. L'électeur macroniste de base déteste 2 fois plus le RN que la LFI. Là, c'est vraiment mécanique. Ce qui veut dire en fait qu'il y a une proximité entre le NFP, y compris dans la branche LFI, qui est 2 fois plus grande qu'avec le RN. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, on va vers la fusion. C'est-à-dire que là, il y a clairement une fusion des intérêts entre le macronisme et le NFP. Quand une couche sociale, tu sais, Hegel dit dans la phénoménologie de l'esprit, la meilleure preuve qu'un parti, alors ça vaut pas pour les trotskistes, hein, mais la meilleure preuve qu'un parti est victorieux, c'est qu'il se scinde en deux, c'est qu'il est assez fort pour arriver à se couper en deux et s'affronter. Donc il pense par exemple au rapport entre les Jacobins et les Girondins lors de la Révolution française. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, quand une couche sociale décline, elle fusionne. Et là, c'est exactement ce qui est en train de leur arriver, c'est que comme ils déclinent, qu'ils commencent à se compter, etc., ils vont être obligés par la force des choses de fusionner, ce qui fait que je pense, contrairement à ce que Emmanuel Todd, que j'aime beaucoup par ailleurs, pense, avec son concept de macro-lepénisme, je pense que nous n'aurons pas, et nous n'avons pas, et nous n'aurons jamais de macro-lepénisme, nous aurons peut-être, possiblement, un macro-mélenchonisme, c'est-à-dire une fusion des deux, qui commence déjà à s'annoncer en fait enfin, qui a commencé à s'annoncer avec le report des voix, et je pense que le destin de la gauche, c'est ça, parce qu'en gros, la gauche aujourd'hui, je vois mal son centre c'est LFI, c'est-à-dire que les trucs autour, le PS, Europe Écologie Les Verts, sont trop faibles pour avoir un destin autonome, donc en gros, ils suivront le mouvement, et le destin de LFI, c'est la fusion avec le macronisme. En gros, c'est la réconciliation des couches moyennes, riches et pauvres si tu veux, contre le prolo. C'est la réunion de famille, c'est un moment un peu plus cardien où comment dire, le frère qui a réussi et le frère Babacool en socio à Nanterre se réunissent pour cracher sur le prolo, quoi. Je pense qu'on va vraiment vers ça. Et donc j'arrive à mon deuxième point un peu préalable par rapport à ce que je vais dire, que je vais pas dire du bien de Mélenchon et les LFI, mais je veux clarifier, c'est que on dit beaucoup de mal de Mélenchon et de les LFI, souvent pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que souvent on les attaque pour des mauvaises raisons, etc. Comme d'ailleurs souvent on attaque le RN pour de mauvaises raisons, hein. Je constate par exemple qu'à gauche, ils arrivent toujours à critiquer le RN pour des raisons de droite. C'est-à-dire qu'ils critiquent le RN par la droite. Donc là je fais bien une critique de Mélenchon et de LFI par la gauche. Et je pense de plus en plus, je pèse le concept parce que je veux pas l'avancer, comment dire, pour rien, mais il y a vraiment une social fascisation de Mélenchon et de la LFI. Ce qui favorise leur fusion avec le macronisme. C'est que leur mépris et leur haine des couches populaires devient de tellement de plus en plus fort, tellement de plus en plus ouverte, y compris d'ailleurs dans le style pour Mélenchon, hein, qui physiquement d'ailleurs, hein, on a l'impression qu'il se doriotise un peu. Euh, que ça facilite en fait une espèce de rapprochement et voire même à mon avis à brève échéance une fusion avec le macronisme. C'est un peu leur destin et ce qui attend ces gens-là s'ils réagissent pas. Alors j'espère qu'il y a des gens qui sont de bonne foi, des militants de base qui sont un peu trompés, etc., qui viront, qui passeront dans le camp d'en face, qui arriveront à comprendre qu'il faut un bloc populaire contre ça. Mais je pense qu'il y a des cadres, à mon avis, qui sont complètement conscients de ça et qui sont complices de ça activement. Et eux pour le coup, il faudra, comme tu dis, c'est des traîtres, hein, il faudra les juger en même temps que les macronistes, parce qu'il y a cette fusion qui va de plus en plus se faire sous nos yeux. Et donc, bon, nos auditeurs pourront un peu constater comment dire, mon pronostic, mais je pense pas trop me tromper. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place où on voit que cette gauche-là est appelée à fusionner avec le macronisme, et le corollaire de ce macronisme, c'est une espèce de social fascisation avec beaucoup d'hystérie sur des thèmes identitaires, etc. Euh, un peu sur un mode presque doriotiste. Tu vois. Alors, sur je veux dire, l'aversion pour les couches populaires, c'est revendiqué désormais. Ça m'a surpris, Oui, parce voilà. que je me Ce qui est rappelle de la nouveau d'ailleurs. campagne de 2017, populiste. J'ai voté pour lui, hein.
bien J'ai voté sûr, oui. pour Mélenchon en 2017, donc, mais elle est désormais revendiquée, elle est assumée, et on le voit d'ailleurs, on le voit bah, sur les questions Oui. d'immigration, par exemple. Donc, c'est-à-dire que Ah oui. toute réserve est considérée comme irrecevable, quoi. Ah C'est oui. vraiment sur ce C'est devenu sujet-là. du sans Moi, frontiérisme complet. il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Alors après. Je pense qu'il y a des gens sincères, il y a des gens de bonne foi, il y a des gens de ce qu'on appelait dans le temps de gauche, qui ont une fibre sociale, incontestablement, Bien mais sûr. il y a une dérive, y compris dans le fonctionnement, parce que c'est pas un Oui. parti. C'est pas un Non. parti, il n'y a Ben non. aucune démocratie. Non, non. Démocratie Tout est d'élaboration, discrétionnaire. c'est parle même pas d'élection. Moi, je pense qu'un parti ne doit pas être à l'image de la société qu'il veut construire. Un parti, Tout ça à peut être fait. centralisé, ça peut être le centralisme démocratique était une méthode. Tout à fait. C'est pas l'objectif de la société. Bon, mais Non, non. il y a aussi des gens qui sont très inquiétants. Euh, Lorsque, à la suite de l'explosion en Grande-Bretagne de la colère populaire à cause de Oui. l'immigration sur la base d'une affaire particulièrement atroce et qui a, Tout à fait. comment dire, qui a été instrumentalisée, parfaitement exact. Complètement. Il ne faut pas demander aux gens. J'ajouterais d'ailleurs en Angleterre, ils ont une histoire sur le rapport entre l'immigration et le rapport entre les couches populaires et les élites anglaises qui n'est pas du tout le même que chez nous. Bien sûr, bah, mais Pour bien sûr. Ce que dit Todd, il les dit, vous éditeurs comprennent comprenez, facilement. depuis le 19e siècle, les couches populaires, le prolo anglais est considéré comme une race à part et une Tout à race fait. inférieure par les Tout à élites. fait. Et ça date, enfin, toute cette construction date depuis Guillaume le Conquérant. Mais Tout à fait. là, il y a à ce moment-là, certes, une instrumentalisation, mais explose une colère populaire. Et face à cette Mm. colère populaire, l'oligarchie britannique ne prend pas de gants, hein, et Ah envoie bah tous bien ceux sûr. qui T'as, parlent t'as, autrement que cette oligarchie sont y envoyés compris en pour des taule messages sur les réseaux sociaux. le pays de l'habeas corpus, le pays de la liberté Mm. d'expression. Tu parles, moi, on a tout compris depuis Assange. Et qui c'est qui se précipite pour soutenir les Voilà. Britanniques? C'est Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, Voilà. l'antipale de la jeune garde, je sais pas quoi. Hein. Alors bon, Oui. j'habite pas très très loin d'Avignon. Eu l'occasion d'y aller deux fois. J'ai vu sa circonscription comme elle se présente. Il y a ma photo, oui, c'est la petite bourgeoisie urbaine. Hein. Et donc, Voilà. et ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, il est allé soutenir la fascisation. C'était Complètement. parce que ce Mais qui s'est c'est passé typiquement là-bas. ce genre de personnage que je pense quand je pense à LFI ou NFP, à des personnages un peu social-fascistes, avec le côté un peu lumpen prolétariat, très aventurier, etc. J'aime bien la bagarre et compagnie, et qui manquent, bon, bien sûr, complètement de sérieux théorique, qui sont des agents, effectivement, Alors, comme vous venez de le dire, hein, de fascisation. la doriotisation, bah, c'est pas facile à manier. Le problème, il s'agit pas de Sigmaringen, on parle pas du Dorio de Sigmaringen, hein, ou du Non, Dorio non, de non, la LVF. On parle du Dorio qui se fait virer du parti, hein, et qui c'est ensuite ça, fait de Saint-Denis sa chasse gardée c'est populaire. Il ça, était réélu triomphalement. complètement. Ça. Ensuite, ça va évoluer parce qu'il va profiter de l'arrivée des fourgons de l'étranger pour organiser un certain nombre de choses et Bien sûr, basculer beaucoup d'opportunisme. véritablement Mais complètement dans le fascisme. c'est Mais aussi ce qui m'inquiète à LFI, c'est le caractère opportuniste absolument délirant des gens qui sont dedans. Enfin, je prends juste un exemple parce qu'il est accablant. Là encore, bon, Rima Hassan, la députée européenne qui a été lâchement attaquée pour plein de raisons sur la Palestine, etc., pour de mauvaises raisons. Mais enfin bon, quand elle fait son discours contre la Biélorussie au Parlement européen, je suis désolé, mais c'est dans la situation actuelle. Premièrement, c'est impardonnable politiquement. Deuxièmement, son discours contre Loukachenko, c'est du fascisme international. Faut quand même être clair au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, oui, ces ben, je gens-là, ne l'ai pas vu passer ils ont beau ça. jouer les innocents, et chez elle, il y a beaucoup d'arrivisme. C'est pas la seule d'ailleurs, il y en a tout un certain nombre. Mais c'est des gens qui parlent par arrivisme, sont capables de soutenir le pire, et ils peuvent le faire en plus parce que dans le fond, c'est la même couche sociale, d'où la thèse que j'avançais de leur fusion, comment dire, presque de leur fusion chronique d'une fusion annoncée cette fois-là, entre le macronisme et le mélenchonisme.
avec en plus, il y a quelque chose qui est, comment dire, alors bon, on va se faire plein de potes, Victor, là, hein, là-dessus. Ah, et là, oui. On est d'accord là-dessus. Après, j'ai une question sur les formes que pourra prendre cette fusion avec le macronisme, mais c'est que qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'ai oublié, tant pis. Concernant cette idée du social-fascisme. euh, Bon, ça fait rien. Ça fait rien. Ça reviendra Ça peut-être. allait faire une nouvelle digression. Bon, quelle forme ça peut prendre, ça, cette fusion? Forme Bonne politique? question. Bonne question. Je pense qu'on est peut-être un peu trop loin là pour voir un peu les formes concrètes. Pour moi, le personnage d'Emmanuel Macron n'est pas forcément appelé à jouer un grand rôle à l'avenir. Il s'est pas fait beaucoup d'amis, notamment y compris parmi ses proches. On commence à les voir tous un peu quitter. Darmanin qui désormais joue le rôle de Moussa El Kabyl et l'antiraciste pour se refaire une virginité. Édouard Philippe qui refait pareil un peu, etc. Dans un autre style. Donc je suis pas sûr que ça puisse se faire autour d'Emmanuel Macron. Forcément. Euh, les personnages de LFI étant tellement clivants, je pense pas non plus que ça puisse se faire forcément autour d'eux. Il pourrait y avoir des espèces de personnages qui arrivent à faire un peu la jonction entre les deux. Pas un Luxman, je le vois pas parce que là encore il est trop clivant du point de vue de LFI, en tout cas pour l'instant. Et puis c'est un type qui un peu à la Delors, il aime trop le confort du Parlement européen pour se risquer Non, puis bon, aller dans l'arène. et il a un mandat, Donc mais hein. peut-être un personnage similaire, quelqu'un un peu voilà qui serait peut-être un peu du PS En tout cas, ou de la galaxie, qui ferait un peu la jonction entre les deux, et il y aurait une forme de point de convergence objective, peut-être d'ailleurs avec des faux prétextes, c'est-à-dire avec l'argument du danger du fascisme, etc., contre le RN, contre ces salauds de pauvres des couches populaires qui votent mal en plus et qui en plus sont racistes et compagnie. Enfin voilà, il y a un peu tous ces arguments-là qui peuvent être utilisés pour commencer à constituer une forme de garde rapprochée. Quoi. alors Glucksmann, il a été intronisé par l'organe central de la Oui, boboïtude, que personne ne l'idée, lit, mais enfin qui a de l'influence, c'est-à-dire Libération, hein, oui, qui est en fait, bon, sauf que le problème, c'est quand même, c'est grossièrement, lui, Glucksmann, oui, au-delà de son trop gros. passé, il est maqué avec les agences américaines. Ça, moi, je suis désolé, je prends mes responsabilités en le Oui, disant. bien sûr, Alors, d'un autre côté, c'est pas le genre de ces organisations de laisser les choses au hasard. bien Donc, sûr. et quelqu'un comme Ruffin, par exemple, pour lequel j'ai plus que des préventions. Alors, j'y avais pas pensé, mais comment dire? Malheureusement, oui. Alors, le problème de lui, ça, on a l'impression qu'il a l'air un peu de résister au côté un peu d'orientisation de Mélenchon, mais en même temps, il le fait toujours par un côté très social-démocrate, ce qui le rend enclin à des concessions avec le macronisme, ce qui fait qu'en un sens, ça pourrait être un agent, effectivement. Là, comment dire? Je pense que là, on vit dans une période où ils sont obligés un peu de, comment dire, d'hystériser leurs différences. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, c'est toujours le cas, hein, c'est que quand on n'a pas beaucoup de différences dans le fond, on est obligé de les hystériser. D'accord. Et c'est peut-être un peu la séquence qu'on vit entre macronistes, ruffinistes, mélenchonistes, etc. C'est que dans le fond, tous ces gens-là sont unis dans leur détestation et leur haine des couches populaires, en fait, dans le fond, et du RN. Et donc, ils ont dans leur amour en fait inconditionnel pour le maastrichisme. Et donc, en fait, ils ont besoin de surjouer un peu l'opposition, peut-être en attendant que ça se tasse, ou que ce soit vraiment urgent pour le faire. Après, c'est possible que, par exemple, là, le budget, j'exclus pas du tout, par exemple, un budget, là, en octobre, où on est tout le monde qui le vote, des LR jusqu'à LFI, avec le RN, comment dire, qui vote contre, s'il est trop contre les classes populaires. À l'inverse, on pourrait avoir une forme de moment de théâtre où le RN, par concession droitière, voterait le budget, et la LFI qui, par théâtralisme gauchiste sans conséquence, voterait contre. Mais s'ils font ça, à mon avis, c'est parce que c'est pas encore le moment. Mais le jour où il y aura vraiment des vraies questions qui seront posées sur le budget de la nation, sur à quoi on attribue les forces productives, là, pour le coup, à mon avis, c'est, comment dire, la fusion sera naturellement, parce qu'en fait, c'est la même famille. Alors, concernant Macron, tout à l'heure, j'ai dit ce que je pensais du psychopathe. Euh, sur les formes que pourrait prendre cette fusion, le terme fusion, il est très large, hein. Oui, Pour l'instant, on parle de convergence avec une fusion éventuelle. Euh,
je pense que Macron ne jouera pas de rôle parce que il y a des Hmm. petites inflexions qui se sont produites, le diable Ouais, étant on est souvent d'accord dans les là-dessus. détails. Je pense que, compte tenu de la catastrophe que plus personne ou pas grand monde ne conteste aujourd'hui, y compris chez les Hmm. macronistes, parce qu'ils vont le Ah bah bien lâcher. sûr. Il inaugure les chrysanthèmes, on considère qu'il Hmm. a fait que des conneries, il a fait perdre à plein de gens leur poste, ils ont râlé, Bah, bien et sûr. puis il n'est pas rééligible, on peut pas, Ah bah oui, en plus, oui, c'est vrai que là, il a plus donc de... Bien sûr. chacun est en train de regarder un peu plus loin. Et ce bilan catastrophique, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Le meilleur moyen, il y a une Hmm. très bonne technique, dirait René Girard, c'est le bouc émissaire. Et donc, Oui, tout il à fait. sera le bouc émissaire. Oui, c'est euh, possible. et qui c'est qui va le liquider? Ce seront les magistrats. Les magistrats qui l'ont fait Hmm. élire, les magistrats qui l'ont soutenu, les Ouais, magistrats qui c'est ont pas déshonoré faux. la justice française, les magistrats qui sont un des principaux outils de la fascisation du Hmm. système. Il va bien C'est pas faux, oui. falloir qu'ils donnent des gages ou qu'ils Ah fassent oui. croire que petit détail récent, alors ça c'est mon radotage classique, mais je suis très ferme lorsque je dis ça, je les connais par cœur, par cœur. Donc, le, le, Hmm. le, il y a des petites inflexions qui se produisent. Par exemple, l'affaire Colère. Colère, c'est son bras droit, hein. Sans Oui, Colère, il fait pas c'est ses deux fini, ouais. mandats. C'est pas vrai. Donc, le problème, c'est que Colère est dans le collimateur de la justice, alors il a été protégé, le parquet refuse de le poursuivre d'abord. Alors, Anticor dépose une plainte avec constitution de partie civile, réussit à faire nommer des juges d'instruction. Et actuellement, il y a un débat entre les deux juges d'instruction qui ont été nommés et le Hmm. parquet. Le parquet dit c'est prescrit, on ne peut pas le poursuivre, et les deux juges d'instruction disent non. Et cette contradiction, qui est rarissime dans le système judiciaire Oui, Macron, avec cette magistrature qui est une force politique, qui est une force politique soutien de ce système, non par soumission, mais par conviction. par C'est-à-dire conviction. qu'ils Ils en en sont un rajoutent, des outils. Eh oui, c'est eux qui l'ont choisi et qui le bien protègent sûr. depuis. Et c'est eux qui ont massacré les Gilets jaunes. Donc là, aujourd'hui, le fait Ils ont une qu'il épée de Damoclès, il suffit de l'activer pour, comment dire, pour en appuyant sur un bouton, pour se racheter une virginité Et je pense et que passer à autre chose. d'expérience, bon, quand j'en parle avec des gens que je connais bien, des avocats, etc., il y a un consensus pour dire oui, oui, je pense que lui, ils se passeront les nerfs dessus. Hmm. Et donc, cette petite contradiction dont je viens de parler sur l'affaire Colère, elle est liée, à mon avis, c'est un symptôme, un petit symptôme pour l'instant, hein. Dit le diable dans les Hmm. détails, c'est un détail, mais qui en dit long. Il y a un an, ça ne se serait Oui, pas qui peut produit être comme ça. important par la suite. Hein. Donc Oui, on ça pourrait verra, tout mais à de fait être toute le dé façon, pour la tête. je pense que Macron sera liquidé. S'il pense qu'il va faire Ouais. la carrière Oui, de Tony Blair, il se trompe. Il se oui, trompe. oui. D'abord parce qu'il est nul, et ensuite parce que il est trop détesté. Il est trop Oui, détesté, ah oui, en donc plus, oui. et je pense qu'il il Il a paiera trop incarné l'arrogance de la bourgeoisie française pour pouvoir se absolument, et refaire. la bourgeoisie française lui pardonne pas de l'avoir foutu dans la merde, hein, quand même. Ah bah à Donc, ce point-là, là, oui, c'est vrai que ils ont l'air désemparés, hein, parce que même ses propres troupes comprennent pas, donc là, oui, c'est effectivement parce compliqué. que comment ça s'est passé, Victor? C'est-à-dire que c'est la haute fonction publique qu'il a choisi. Hmm. 2015, le RN a Oui, 28, 29, je ne sais plus, aux européennes. Donc, on va avoir un oui. deuxième tour où Marine Le Pen sera là. Hmm. L'alternance, la fausse alternance Sarko-Hollande, c'est-à-dire socialiste de droite, hein, les deux épiciers qui se fournissent chez le même grossiste, comme disait Philippe Seguin. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, à un moment, on pense à Juppé, etc. Et puis, euh, euh, très tôt, ils le choisissent, tous ces mecs-là, à l'inspection des finances, ils décident que ce sera Macron. C'est après qu'ils ont été le proposer à l'oligarchie. Le fameux Oui. voyage à Las Vegas pour rencontrer Bolloré, il a ça pour objectif. Il est Hmm. avec toute une série d'infractions pénales assez graves, de corruption, Hmm. délits de favoritisme et tout, mais il s'agit bien de ça. Alors après, il fera la tournée des Grands-Ducs, et il sera intronisé et financé par la grande bourgeoisie. Bah, bien sûr, oui. La banque Rothschild jouera un rôle très important, hein, bien évidemment, et McKinsey. Pas oublier, Oui. Oui, pas là. oublier cet aspect des choses. Alors là, c'est l'horrible complotiste dénoncé à juste titre par Wikipédia qui s'exprime. Je suis désolé. Je, j'ai une particularité, et je vais dire que c'est un avantage, c'est que dès l'automne 2016,
je vois arriver le truc, et naturellement, j'ai suivi jour par jour le coup d'État judiciaire. C'est hallucinant. Et Oui, j'en ai même écrit un bouquin de 600 pages. Hein, oui, non, donc, c'est sûr que la j'invite méthode à le était lire. incroyable. Vous y trouverez beaucoup de choses. Puis je vais en faire des entretiens vidéo aussi après. Bon, donc, je pense qu'ils nous débarrasseront de la personne Macron, mais que Le aujourd'hui, macronisme lui politiquement, survivra, quoi. C'est il pèse plus grand-chose. Politiquement, oui, oui, il a complètement. plus aucun avenir. Et donc, je pense que il sera probablement liquidé. Alors, conflit mondial, mon cher. Maintenant on a parlé de la France, conflit Le numérique mondial. international. Voilà. Alors, le conflit mondial, on a ce qui s'est produit avec l'attaque iranienne Oui, hier, contre Israël pour répondre à ses provocations. Bon, avec cet Israël qui veut absolument, qui ne dépend, dont la seule puissance est celle de l'Occident qu'il soutient, euh, tient absolument à élargir le conflit, ce qui est, pense-t-il, la condition de sa survie. Bon, est-ce que le conflit Nord-Sud, je l'appelle comme ça, dans sa partie chaude en Ukraine et dans sa partie chaude en Palestine, au Moyen-Orient, est-ce que ça peut dégénérer, d'après toi, Victor, en ah un bah, affrontement mondial? je poserai la question différemment. Je vois pas comment ça ne peut pas dégénérer. C'est que on se retrouve dans une situation où, de toute façon, il y a, comment dire, il y a un changement mondial. C'est-à-dire que faut voir la période longue, hein, mais comment dire, nous assistons à la fin du monde qui est né avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui a signé l'hégémonie de l'Occident depuis 5 siècles. On est en train d'assister en gros à cette fin-là, ce retournement économique, on le voit avec l'émergence de la Chine, et donc de toute façon, je ne vois pas comment on peut éviter un conflit mondial. Après, la question c'est à quelle échéance, comment, Non, mais etc. attention, Pour attention. l'instant, Non, pour le conflit mondial, on y est. Est-ce que ah on ça y est, peut oui. être une déflagration générale? C'est ça ma question. Bah, alors il manque un troisième élément, Basculant sur le c'est Taïwan. nucléaire. Pour moi, il Basculant manque un sur le troisième élément, nucléaire. c'est Taïwan. Ouais. Le troisième élément, ça se jouera en mer de Chine, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi là, et ce sera la question taïwanaise, qui pour l'instant n'a pas l'air d'exploser, mais de toute façon, quand ça explosera, je pense que ça préviendra très très peu. Donc les deux conflits, là pour l'instant, c'est les deux points chauds, ont l'air de pouvoir être un peu, comment dire, un peu maintenus pour l'instant. Après, il y a deux facteurs qui peuvent faire exploser. C'est premièrement l'adjonction de la question taïwanaise, où là ce sera le chaudron qui fera tout déborder. Et puis il y a la question où là, dans les deux cas, c'est intéressant, même s'ils n'ont pas commencé en même temps, les deux points chauds, on commence à arriver à un point de contradiction où la solution trouvée par l'Occident arrive à bout de souffle. C'est-à-dire que je m'explique. En gros, l'Occident a eu, comment dire, dans ses visées impérialistes, le plan en fait, c'était depuis que le premier et le deuxième point chaud a explosé, le plan c'est en gros bon, on finance complètement les deux armées, l'ukrainienne et l'israélienne, on sort le chéquier, on paye, etc. On éponge les dettes, il n'y a pas de souci, on est derrière, on soutient inconditionnellement, mais on fait pas rentrer nos économies en état de guerre, c'est-à-dire qu'on se met pas vraiment au sérieux parce que sinon ça veut dire qu'on réindustrialise, ça veut dire qu'on arrive à se réorganiser et ça, non seulement ça crée des conséquences comme par exemple l'émergence d'un prolétariat que ces pays-là ne veulent plus, les pays occidentaux, et puis même je pense que bon là le livre d'Emmanuel Todd sur la défaite de l'Occident est intéressant là-dessus. Je pense qu'il y a même plus les outils conceptuels et anthropologiques pour faire ça en fait. Conceptueux. Donc en gros là-dessus c'est plus possible. Et donc en gros Victor, est-ce que oui. le néolibéralisme, qui est finalement dans l'expression et l'actuel capitalisme financier, peut repartir en arrière? Oui. Ah non, de toute façon, l'histoire va jamais en arrière. Je connais pas d'exemple où Voilà, l'histoire va en c'est le arrière. deuxième principe de la thermodynamique, mon cher. Tout à fait. Et là, pour le coup, ça marche bien en histoire. Il n'y a pas d'exemple en tout cas, donc faut qu'on m'en fout. Et donc, en gros, le plan de l'Occident, c'est maintenir tous ces trucs-là en sacrifiant les Ukrainiens jusqu'au dernier, en étant dans une espèce de, comment dire, de rapport à Israël, d'armement complet, comment dire, et de pas limiter, en tout cas jusqu'à maintenant. On va voir si dans les jours prochains ça change éventuellement, mais pour l'instant, ça paraît être le truc. Donc en gros, le plan, c'est de maintenir ça.
pour pas faire de concessions au camp d'en face. Parce que c'est quand même ça qui est important. Faut pas faire de concessions aux Iraniens, ni aux Russes et encore moins aux Chinois. Parce que sinon, en fait, derrière tout ça, il y a l'idée que il faut maintenir le niveau de vie des couches moyennes occidentales artificiellement élevé, alors qu'on produit plus rien. Et le maintien, le moyen de faire ça au niveau mondial, notamment des Américains, c'est l'impérialisme, le pétrodollar, etc. Si jamais ils font des concessions à ces pays-là, au point de vue militaire, il y aura des concessions économiques qui vont suivre. Et donc, en fait, c'est tout notre système, ce que Kluskar a appelé le libéralisme libertaire, c'est en gros tout le système politique et social des pays occidentaux depuis les années 60, qui s'effondre. C'est-à-dire les couches moyennes qui se paupérisent et qui se retournent contre le système libéral libertaire actuel, si jamais se paupérise trop. Et donc là, justement, on commence à arriver à un point en Ukraine et au Moyen-Orient où ça commence à devenir chaud, c'est-à-dire que on arrive presque au point de rupture où ce soutien-là, sans condition de j'envoie pas de soldats, personne ne meurt dans mon pays, mais on ouvre le chéquier, on donne les armes, arrive un peu à terme. C'est-à-dire que là, les Russes, ils avancent, ils avancent, et au bout d'un moment, soit les Occidentaux vont l'accepter, mais ça veut dire qu'on va avoir des répercussions énormes chez nous en termes de niveau de vie, en termes social, et donc en fait, comme dirait Marx, je reprends sa citation parce que là, elle est géniale, hein, un énorme bouleversement va se sentir de l'infrastructure jusqu'à la superstructure et va bouleverser toute la société. Soit les sociétés occidentales acceptent ça, ce qui me semble très peu probable, soit ils vont à la guerre et c'est le tout pour le tout, pour défendre justement ce système économico-social. Et là, pour le coup, ça veut dire un affrontement direct avec la Russie comme puissance nucléaire pour l'Ukraine. Et c'est aussi de plus en plus le cas, le risque avec la région et l'Iran, c'est que là, pour le coup, ça s'embrase. C'est-à-dire, et puis en plus qu'on ait une guerre régionale où chacun des pays prend position pour ou contre Israël. Et là, pour le coup, vu les transitions l'exportation et les transitions de matières premières, notamment de pétrole dans la région, ça aurait des conséquences telles que je ne vois pas comment on pourrait éviter une guerre là-dessus. Donc, Oui, mais et quelle comme guerre, Victor, quelle guerre? Parce que ah moi, le caractère rationalisant de la guerre nucléaire, c'est le DMA, hein, destruction mutuellement assurée, oui, mais comme dirait si ce Clausewitz, n'est que oui, l'Occident a désormais beaucoup de retard, y compris sur ce terrain-là, y c'est compris sur aussi ce cet aspect-là. terrain-là. Bon, deuxièmement, l'Occident ne peut pas gagner des guerres classiques, il peut pas. Non, C'est non. fini, c'est trop tard, il a plus les moyens, il s'en est pas rendu compte, et Oui, justement, ça veut pas dire qu'ils vont pas tenter. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent pas les gagner, c'est impossible, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas tenter. mais par Et exemple sur Taïwan. ouais, Sur Taïwan, les Chinois ont dit 2050 pour avoir réglé le problème. Les ouais, Taïwanais, faut pas oublier qu'ils ont un président qui est indépendantiste actuellement, mais que ça c'est oui, ric-rac. C'est ric-rac. oui. Et Ah, ça donc, s'est joué un peu, ouais. le problème, c'est que le Taïwanais, s'il dit, moi, je veux rester indépendant et j'accepte de servir de proxy aux États-Unis, ça veut dire que il va se faire massacrer. Ah bah oui. Donc, et il va se Mais faire massacrer alors qu'il est lui-même chinois. ah, complètement, oui. Pour avoir connu des Taïwanais, effectivement, ils sont chinois, ils parlent les langues. Des fois, ils vont souvent voir leur famille en Chine. Enfin bon, et ils Donc, disent, on est chinois dans le fond, hein, souvent. Donc Euh, ça c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, bon, donc guerre classique. alors moi, oui, mais il y a deux facteurs qui me font. Enfin, je vais juste rebondir très rapidement sur ce que tu dis sur 3 points. Premier élément, c'est qu'il y a quand même un élément de la guerre moderne. Alors effectivement, il y a le facteur nucléaire qui jusque-là a réussi à tempérer ce principe, mais comme dit Clausewitz, la guerre, la logique de la guerre en elle-même, c'est la montée aux extrêmes. Et donc, il y a un peu cette logique-là qui est un peu irrésistible. Alors, jusqu'à présent, la conscience du problème nucléaire, etc., arrivait à juguler ça, mais j'ai peur que ça soit de plus en plus, comment dire, limité pour justement, et ça nous amène au deuxième point, et c'est pour ça que le livre d'Emmanuel Todd avec le concept de nihilisme, etc., était pas inintéressant d'un point de vue conceptuel. C'est que il y a une espèce de nihilisme qui s'est emparé des populations occidentales, enfin au sens large, hein, parce que les Taïwanais et les Israéliens sont occidentaux là-dessus. Et il y a une espèce de vertige où il y a plus de peur de la mort, il y a plus de conscience des conséquences, ce qui fait que les états-majors aujourd'hui, je suis pas sûr que tous soient conscients qu'ils peuvent pas gagner des guerres conventionnelles et que justement ils aillent à la guerre, ils sont entraînés dans la logique de la guerre parce qu'ils ont cette espèce d'hubris et qu'ils n'ont pas cette espèce de conscience, qu'à un moment donné ils mettent le doigt dans l'engrenage et qu'il n'y ait pas forcément de réaction de la société, comme on le voit d'ailleurs en Israël, parce que
la position d'Israël, pour moi, est suicidaire. Je veux dire, d'un simple point de vue analytique, on va dire, leur attitude ne peut mener qu'à la catastrophe. Ce qui d'ailleurs, par parenthèse, c'est une de mes thèses, mais historiquement, on voit que beaucoup de gens qui soutiennent Israël aujourd'hui sont historiquement des antisémites, ou viennent du courant qui sont antisémites. Je pense que derrière le soutien à Israël aujourd'hui, il y a beaucoup d'antisémitisme refoulé, dans la mesure où c'est des gens aujourd'hui qui soutiennent inconditionnément Israël, qui poussent les juifs et immigrer en Israël à se battre contre les pays contre lesquels il n'y a aucune chance, qui les met dans une situation dangereuse, à mon avis, par animosité inconsciente envers les juifs et par antisémitisme refoulé. Mais bon, ça c'est une Alors, analyse oui, 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 il y a une qui me partie, concerne là-dessus. faut pas oublier non Ça me plus, semble, faut ça pas me semble oublier très net. non plus que le soutien des pays occidentaux est quand même le fruit d'un contrôle politique. Je veux dire, la France, c'est assez impressionnant. Bon, aux Oui, États-Unis, il y a les PAC, mais chez nous, alors je dirais pas que c'est le CRIF, ce serait ridicule de le prétendre comme ça, mais il y a véritablement une présence extrêmement forte et d'autant plus bien forte sûr. que on est en Europe, que l'Europe, c'est la partie de l'Occident qui a organisé la Shoah, c'est-à-dire c'est Oui, fabuleux, c'est quand même bah, bien fabuleux. sûr, Après qu'on le fasse payer aux Arabes, c'est un autre débat, mais attendez, il faudrait peut-être qu'on s'interroge bien sur sûr. nous-mêmes. Et C'est justement, si on prend les pays, si on prend les pays occidentaux aujourd'hui, c'est très intéressant dans l'histoire de l'antisémitisme. On voit que les pays qui aujourd'hui sont les plus fanatiques soutien d'Israël, c'est historiquement les plus antisémites. C'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre qui a une histoire de l'antisémitisme, etc. C'est les États-Unis qui a une histoire de l'antisémitisme. Les pays qui, par exemple, je pense notamment à la France, ou même l'Italie par exemple, qui n'ont pas forcément beaucoup une histoire de l'antisémitisme aussi profonde que ces pays-là, sont beaucoup moins pro-israéliens. Et en France notamment, c'est artificiellement produit. Il y a besoin d'un sionisme politique organisé pour justement l'imposer au plus haut niveau de l'État, parce que c'est pas spontané, comme en Angleterre, oui, mais en Allemagne, vient comme aux se États-Unis. rajouter des traumatismes, en particulier. Bon, moi j'ai bien connu hein, la guerre d'Algérie. Je l'ai bien connu. Bien J'avais 12 sûr. ans quand au moment. Et bon, hein, je ferai. Particulier l'Algérie, oui, effectivement, c'est autre chose comme. Bon, en plus, il y a la question de l'immigration telle qu'elle est menée aujourd'hui, qui fait que, bon, on est bien content, c'est le proxy, les Juifs. Hein, vous allez taper sur les Arabes. Moi, qu'est-ce Oui, que je c'est prends? ça un peu. Je prends des insultes en disant comment vous pouvez être sur cette base-là, etc. Ben, j'aime pas les génocides, par exemple. Ah bon, alors vous les aimez, mais c'est ce qui nous sépare. Et donc, on peut plus se Bah, parler. bien sûr, C'est un bien sûr, critère important. Votre humanité est détraquée. Moi, je parle pas avec des détraqués. bien sûr. Donc, sur cette question-là, Pour mais discuter avec les gens, il faut un minimum de, comment dire, il faut un minimum de points communs, un le minima, problème, parce que c'est qu'on a sinon. une communauté juive qui est très active, brillante, et que chez elle, qui est très représentée, enfin, elle ne représente pas la judéité, sûrement pas, mais voilà, il y a une histoire, Oui, une tradition. complètement. Je veux dire, bon, les procédures juridiques et judiciaires, moi, je vois comment ça s'est produit après le retour des communautés séfarades Oui, d'Afrique du Nord. d'Afrique du Euh, Nord, bien sûr, oui. donc, il y a une vraie angoisse. Il y a une vraie angoisse parce que confusément, à mon avis, ils sentent que la résidence secondaire, qui pour eux est extrêmement importante, ça relève Bien du sûr. trauma. Je parle de la résidence secondaire parce que c'était Je sais, bien sûr. le pédiatre de mes enfants aînés qui me disait, avec ce qu'on a subi, on estime avoir droit à une résidence secondaire. Ce que je comprenais parfaitement. Ce que je Oui, comprenais oui. parfaitement. Je disais, mais oui, je comprends. Le problème, c'est que les Arabes, ils y sont pour rien. Hein, et deuxièmement, ça ne Bah oui, peut il y a pas quand même ce marcher. problème-là. Hein, ça ne peut pas marcher. Donc, mais il y a fortement cette Il y a le problème de la angoisse. colonisation, c'est que Israël a obtenu comment dire enfin, l'État israélien a obtenu le droit d'exister au niveau international en 48 à la suite de ce qu'il faut quand même bien appeler un coup de force. Mais il n'y a jamais eu de volonté par la suite de normaliser les relations. Et Israël a toujours entretenu finalement l'espèce de son caractère anormal dans la région, son caractère guerrier et son caractère colonialiste, c'est-à-dire le fait qu'ils avaient besoin d'absorber les terres C'est des devenu quelque Palestiniens. chose de baroque au plus mauvais endroit du monde. C'est la création d'un bout d'Occident à cet endroit-là. Bon, Oui, oui. alors, dossier particulièrement sensible et délicat. Alors, sur le risque de guerre, d'une guerre généralisée. Bon, Il est personnellement, maximal parce que oui, je il est je maximal. partage pas ce Oui. pessimisme.
D'accord. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs D'accord. raisons, c'est que oui, Emmanuel Todd a raison sur le nihilisme, je souscris, mais son bouquin, c'est pour dire que l'Occident est en train de s'effondrer. Je m'explique. Je ne Complètement. parle pas de Oui. l'effondrement des tours du World Trade Center. C'est un effondrement, c'est par un bout qui tombe ici, un bout qui tombe là, hein, et donc, et au final, ce sera probablement, véritablement, ça risque de tomber très très loin. J'ai vu une Oui. émission là, sur la Chine, sur YouTube, mais par des jeunes qui faisaient ça. J'étais, ça y est, on a 15 ans de retard. Ah bah oui, là, c'est fini, oui. J'y Puisque étais en Chine logiquement. il y a 7 ans. Là, ce que je vois, je dis, ben oui, ils continuent à accélérer. On n'est pas Ah monté oui, dans ils le bon rigolent train et pas. nous, on s'est tiers-mondiste pendant ce temps-là. Ah, Hein. c'est ça. Bah, Et, ils et bossent. donc, j'ai l'impression, personnellement, et c'est là, ça nous amène à ma dernière question, que le, le Sud global, bientôt le sommet des BRICS sous présidence russe, euh, c'est détourné de l'Occident. C'est-à-dire que Oui. il va pas dans l'affrontement. Euh, c'est en Asie que ça se passe. Les Russes sont parfaitement compris. Ils ont fait le pivot. Oui. Les Africains, il faut savoir que la Chine a construit des infrastructures publiques, toutes choses, En Afrique, oui, bien toute sûr. proportion gardée, en 20 ans, plus d'infrastructures publiques que tout l'Occident en 200 ans. Bien sûr. Donc, c'est colossal. C'est Donc, colossal, ça. Ça aura beaucoup de répercussions. Les Africains l'ont compris. Il y a naturellement l'Amérique latine, bon, encore un peu autre chose, mais Oui, donc l'Amérique. la majorité mondiale, non pas qu'ils se désintéressent de nous parce qu'ils se méfient beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans l'affrontement. Ils vont faire leurs affaires. Ah, ah non, complètement. C'est Alors pas eux voilà, qui déclencheront ça l'affrontement, c'est ça c'est sûr. ma première question. Et ma Ça viendra deuxième, pas des BRICS. c'est chez plein de gens et des gens, des marxistes, je vois, c'est le piège de Thucydide, c'est la Oui, montée de nouveaux impérialismes. Alors ça a été reproché à la Russie, alors que la Russie a pris sa position défensive, et c'est une position oui, complètement. défensive qu'elle a toujours eue. Pour la guerre en Ukraine, c'est pas l'envie de conquérir, mais j'ai l'impression que la Chine, on va pas rentrer dans les détails historiques de la période Ming, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est l'impérialisme occidental finissant, avec son hégémon qui sont les Mhm. États-Unis, sont en train d'affronter un impérialisme au sens léniniste du terme, mené par la Russie, l'Inde et la Chine. Note juste un peu les trois points. Je commence par le début sur la question un peu de comment dire de la montée en puissance des BRICS et puis je te réponds progressivement. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a une montée en puissance des BRICS et le fait que là l'Occident économiquement est largué. Mais là c'est bon, je suis désolé, hein, je suis un peu mes trucs de philosophe, mais j'ai besoin de ces Mais j'y tiens catégories-là. beaucoup, hein. C'est là, bah, là en fait, ce qui m'inquiète profondément, c'est la contradiction entre l'en soi et le pour soi. C'est-à-dire qu'en soi, dans la situation actuelle, c'est-à-dire indépendamment de ce que les acteurs en pensent, c'est clair que l'Occident ne peut pas gagner, donc c'est fini, et que les BRICS prennent de plus en plus de, comment dire, de puissance. Mais le problème, c'est que dans le pour soi, c'est dans la conscience que les Occidentaux en ont, ils l'ont pas encore. Et en fait, je vois le risque de conflit généralisé dans ce décalage, c'est qu'en fait, les Occidentaux n'acceptent pas qu'ils aient perdu et se lancent en fait dans un espèce de truc un peu désespéré. C'est-à-dire que dans l'en-soi, ils ont déjà perdu, mais ils s'en rendent pas encore compte pour soi. Et donc, ils se laissent dedans. Et moi, je vois un peu le risque dans ce dedans. Alors, peut-être qu'on aura une bonne résolution. C'est pour ça que je n'exclus pas le scénario optimiste, qui serait le fait que progressivement, etc., par des espèces de coups un peu astucieux, il y a une espèce d'étouffement de l'Occident, en tout cas, hein, le pouvoir de nuisance diminue, et que au bout d'un moment, effectivement, comment dire, les BRICS remportent une espèce de victoire sans coup férir et un peu d'un seul coup sans combattre. Ce serait le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, qu'il faut quand même avoir en tête, c'est effectivement le fait que les Occidentaux parce que et j'en viens au deuxième point. C'est le délire occidental, c'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus impressionné par ce qu'on entend sur dans l'audiovisuel ou la presse publique et privée, où, pour moi, des gens qui ne suivent que ça ne sont pas informés. C'est qu'on a une déconnexion par rapport à la réalité qui est absolument totale.
Je veux dire, enfin, on voit tous les jours des exemples. Et ce qui veut dire que dans les élites occidentales et dans une partie de la population, notamment les couches moyennes occidentales, il y a une telle déréalisation que tout devient possible. S'imaginer qu'on va rentrer en guerre contre la Russie, la Chine, l'Iran, etc., qu'on va leur mettre une branlée en deux temps, trois mouvements, c'est quelque chose qui, comment dire, qui peut s'instiller dans leur esprit justement par cette espèce de nihilisme extrêmement fort. Et c'est ça un peu qui m'inquiète et qui peut faire que le pour soi prend le pas sur l'en soi. C'est-à-dire que il y a pas, on n'admet pas que, comme dirait Lénine, la conscience retarde sur l'être et qu'on n'admette pas que, en fait, c'est déjà perdu. Avec effectivement tous les risques que ça implique. Donc c'est le risque là-dessus, mais après je suis pas, comment dire, je suis pas fataliste, c'est pas forcé que ça arrive, mais c'est vrai que il y aura des périodes de grosses tensions et bon, peut-être on évitera l'affrontement final, mais c'est pas sûr du tout. Il y a quand même quelque chose d'assez fort. Ensuite, bon bah je répondrai rapidement sur la question du piège de Thucydide et des deux impérialismes. Bon, je suis pas trotskiste et je pense pas que comment dire qu'il y ait un impérialisme chino-russe, ne serait-ce que parce que je suis léniniste et je regarde voilà la définition de Lénine de l'impérialisme, c'est les exportations de capitaux. Donc on prend les 100 plus grandes banques du monde et ce qu'elles exportent en capitaux, combien il y a de banques russes, combien il y a de banques chinoises, combien il y a de banques allemandes, combien il y a de banques japonaises, américaines, etc. Et on voit très vite que c'est pas du tout le cas. C'est des pays aujourd'hui, la Russie ou la Chine, qui exportent des marchandises. C'est-à-dire qu'ils exportent des matières premières ou des produits manufacturés, ce qui d'ailleurs dans la définition de Lénine c'est pas la définition de l'impérialisme, c'est la définition du capitalisme ou du libéralisme classique. L'impérialisme, c'est quand on commence à exporter des capitaux et que par la suite, effectivement, comme on doit maintenir cet afflux de capitaux, bah, on est obligé d'envahir les pays, d'influencer sur leur politique extérieure, ce que font par exemple les Américains, qui est le grand pays impérialiste au monde. La Chine et la Russie, comme c'est des pays qui vendent des marchandises, ont pas du tout ce problème-là. Si vous voulez pas acheter à la Russie ou à la Chine, bah ma foi, il se passe ce qui s'est passé pour les sanctions, bah ils trouvent un autre acheteur. Et les Indiens qui sont très contents d'acheter, puis j'ai envie de dire, ça se passe un peu comme ça. C'est des pays par contre qui tiennent à leur souveraineté nationale, à leurs frontières, qui sécurisent leurs routes d'approvisionnement, parce que ça effectivement ils en ont besoin, donc on peut penser à la Chine avec les nouvelles routes de la soie et les colliers de perles. Mais c'est pas eux qui déclencheront l'affrontement ou qui ont des visées impérialistes. Bien au contraire, c'est plutôt des puissances stabilisatrices. Donc là-dessus, sur l'idée d'un piège de Thucydide où je comprends la métaphore dans le sens où les BRICS se renforcent au fur et à mesure du temps et donc les Occidentaux peuvent avoir intérêt à attaquer le plus tôt possible pour maximiser leurs chances de gagner. Mais en fait, c'est déjà fini. Donc le calcul rationnel ne marche plus. Si jamais ils attaquent, ce serait une espèce de bouchée irrationnelle ou de rage du mauvais perdant. On peut imaginer ça aussi. Une rage du mauvais perdant qui se rend compte qu'il a le type qui joue aux échecs, il se rend compte qu'il a perdu la partie, puis il renverse la table parce que il veut pas laisser l'autre gagner, etc. Mais il n'y a pas de piège de Thucydide effectivement au sens de deux ou trois impérialismes. En fait, je vais même être provocateur auprès de beaucoup de gauchistes français, mais des impérialistes, il y en a qu'un. Même l'impérialisme français, bon, c'est quoi l'impérialisme français aujourd'hui? Bon, il y a plus grand chose. Donc on est plutôt un pays, j'ose de plus en plus le terme, on est un pays presque colonisé, on est un pays vassal des Américains Totalement. et il faut qu'on mène une guerre de libération nationale pour se débarrasser Non, mais de ceux qui nous colonisent. ne serait-ce que le rapport qu'on a avec l'élection présidentielle américaine, c'est hallucinant. On ne parle des Oui, États-Unis que par le langage du colonisé. C'est oui, complètement c'est fou. ça. Je veux dire, cette soudaine passion pour Oui, c'est Kamala ça. Harris, On a l'impression d'être des Vietnamiens pendant une élection présidentielle en France dans les années 20. Enfin, c'est un peu ça, quoi. non, non, c'est fou, ou, ou les pays africains, hein, qui Ou avaient. des pays africains, voilà, j'ai pris une colonie au hasard, Donc, voilà, mais oui, il y a complètement ce rapport-là, oui. non, non, mais c'est assez, assez extraordinaire. Moi, je pense que la globalisation comme forme moderne de la domination de l'Occident, elle s'est accomplie, cette globalisation. Elle a Complètement, été faite sous la conduite de l'impérialisme occidental, incontestablement. complètement. Bah, Et c'est la période j'ai un qui peu sauve Colombe. l'impression que euh, le problème, c'est que cet Occident perd très vite, et je pense Oui, que ces spasmes, alors il y a la question de la guerre oui, nucléaire, mais oui. bien évidemment, mais le problème, c'est que je pense qu'il a plus les moyens, ou il Oui, il a n'aura plus plus les beaucoup moyens de de monter aux moyens. extrêmes. Je pense qu'il aura plus les moyens de Ouais. monter aux extrêmes. C'est que On pourra avoir par contre des tentatives de guerre conventionnelle qui seraient très vite perdues
Mais non, et mais qui se on solderait pourra même par de pas les rien. lancer. On pourra même pas les lancer. On va déclarer la C'est guerre à possible. qui? On était capable au Mali de projeter 1500 bons hommes. Non, Oui, mais non, mais il n'y a plus rien, oui. je vais dire Je sais pas voilà. si Et vous avez puis, suivi un peu parce que avec l'attaque des missiles, iranien, on a un peu squeezé ça. Si vous avez suivi, parce que ça fait quand même depuis 2 nuits que Israël a annoncé officiellement le début de ses opérations terrestres au sud Liban, donc sur la frontière libanaise. Enfin, je suis un peu au jour le jour, bon, vous comprenez pourquoi, même heure par heure, l'évolution. Enfin, c'est absolument ridicule, quoi. Il y a rien eu la première nuit. Apparemment, ils auraient peut-être essayé de rentrer, ils seraient vite repartis. Là, cette nuit, apparemment, ou ce matin, ils ont essayé de rentrer. Ils ont fait 400 mètres. Et donc, avant de commencer l'émission, le bilan augmenté. Il y aurait eu la force Radouane du Hezbollah a pris en tenaille le Tsahal. Et il y aurait eu une quinzaine de morts, une soixantaine de blessés. Et, le Tsahal aurait battu en retraite après avoir fait 400 mètres sur la frontière libanaise. Enfin, on est sur des niveaux où, ne serait-ce que même d'envahir comment dire, un pays qui n'a pas d'État, parce qu'il faut le dire, hein, le Liban, c'est pas un État. Je parle en connaissance de cause. La simple invasion d'un pays qui n'a pas d'État par une armée qui en plus est mobilisée, l'armée israélienne, c'est pas comme l'armée française où il y a quand même une mobilisation, etc. Il y a une action de la société civile autour. Même ça, ils arrivent même pas à tenter une invasion terrestre du sud Liban. Donc oui, c'est vrai que une guerre conventionnelle, c'est vrai qu'on pourrait se demander même si oui, elle apparaîtrait. la situation a profondément changé au Moyen-Orient Oui, par rapport oui, oui. à 78, 82, même Ou tout même ce qui s'est 2006. produit après. Mais, Même mais 2006, c'est-à-dire que même là, l'attaque 2006, là, iranienne nous montre bien qu'on n'est plus en 2006 au Moyen-Orient. C'est-à-dire ils avaient que 20 000 missiles, ils en ont 200 000 maintenant. Bon, c'est ouais, tout, c'est ça, les c'est ça. Hezbollah. Non, je pense que les choses et les différents rapports de force ont considérablement changé, Oui, considérablement changé. Et donc, quand Saddam Hussein avait menacé, c'était la première oui, guerre du Golfe, de lancer des oui, oui. missiles sur Les Scuds, Jérusalem, oui. il a envoyé 3 Scuds qui ont fait pchit, Oui, quoi. oui. C'est fini, ça, maintenant. C'est des Ah outils. non, non. Alors, ce que Oui. disait notre ami, notre camarade Kissinger à propos de la guerre, c'était en 69, donc en plein Hmm. engagement au Vietnam. Dans ce type de guerre, si vous êtes une armée régulière d'un pays puissant, pardon, si vous ne gagnez pas, vous perdez. Si vous êtes un Hmm. guerrilleros, entre guillemets, hein, si vous ne perdez pas, vous gagnez. Bah, bien sûr. Donc Vous gagnez. voilà, et il suffit de voir les États-Unis sont partis en courant. Enfin, c'est Ah bah effarant, bien la sûr. débandade de l'Afghanistan. Donc, Puis là, apparemment, je voyais hier, il y a les grandes compagnies du port d'Eliad sont en train de licencier la moitié de leur personnel ah parce ben que non, bah il est avec le fermé. blocus des outils, il n'y a plus rien qui passe. Enfin, on en parle peu, mais en fait, il y a aussi une stratégie de l'Iran très intelligente effectivement de comment dire de pieuvre, d'asphyxier des points un peu d'Israël pour comment dire leur faire rendre gorge avant même qu'il y ait un combat. Ça, par contre, effectivement, ce serait la solution, un peu la tactique iranienne pour la Russie, pour la Chine, etc. et pour les BRICS. Ce serait une solution effectivement à mon avis tout à fait raisonnable et réaliste, d'étouffer un peu économiquement l'Occident, etc. pour l'affaiblir, pour qu'en gros au moment où il essaie de se débattre, ce soit fini en fait, et qu'il y ait même pas de tentative d'essayer de lancer une guerre, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire. En attendant, Mais bon, espérons. l'Occident a subi une défaite militaire ou est en train de subir une défaite militaire Oui, en Europe centrale. Au Moyen-Orient, militaire, je ne sais pas, mais c'est une formidable défaite morale. oui. Et dès qu'on va un petit peu Ah, vers faudra. la Là, il y aura des majorité gens qui devront mondiale, enlever. c'est effrayant ce qu'ils Ah pensent oui, désormais. C'est pas de l'animosité ou de la vindicte, c'est de dire voilà, il n'y a plus rien, vous ne pouvez plus nous parler, vous ne pouvez plus rien nous dire. oui, oui. Ah bah Voilà. là, oui, moralement, oui, là c'est fini. C'est Mais une il faut, défaite il faut, il morale, faut, mais il faut lier les deux quand même, je pense, la faillite morale et la faillite militaire. C'est que, comment dire, enfin, d'un point de vue strictement militaire, parce que bon, pour un militaire, tuer des civils, c'est pas une réussite, hein, c'est pas dur. C'est non, non, tuer des mais civils désarmés, c'est le niveau zéro de l'objectif militaire. Si on prend par exemple de ce que Tsahal avait annoncé, par exemple, au moment de l'invasion de Gaza, etc., après quasiment un an, on va fêter enfin, entre guillemets fêter, les un an du début du conflit là dans une semaine. Euh,
On Et est c'est quand ce que même arrivé disait, à, enfin, c'est ce que disait les objectifs Kissinger. d'Israël, mais il y a rien, c'est zéro. Non, non, Enfin, mais, mais c'est ce que disait Kissinger. Kissinger, voilà, Ils raison ont pas là-dessus. réussi à gagner, donc ils ont perdu. Et c'est ça qui est Voilà. terrible. C'est ça qui est terrible. Alors bon, ils vont essayer de continuer avec le suprémacisme, avec le millénarisme, etc. Oui, bien sûr. Mais bon. Et ce qui s'est passé hier va rendre, enfin, c'est pas uniquement ce qui s'est passé, mais la situation rendre Israël invivable. Parce que Oui, c'est tout petit, c'est et ça. vivre là-bas, quelle perspective, quelle entreprise on pourra monter, Complètement. qu'est-ce que, comment il faudra vivre Bien avec sûr. tous les jours, il y aura des alertes. Bon, et puis Bien compte sûr. tenu de la façon dont ils se sont comportés au Liban, je veux dire, ils ont tué 1000 personnes pour tuer Nasrallah. Oui. Je Ah veux oui, non, dire, mais ça, c'est effrayant. le jour où il y a de nouveau un terrorisme, qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce qu'on, enfin voilà. C'est quoi, c'est, enfin, j'ai lu J'espère que des non, mais témoignages bon sang. j'ai lu des témoignages de pompiers libanais au moment où ils ont sorti les gens des décombres. Ils ont eu énormément de mal à compter le nombre de morts parce qu'en fait, les corps à la surface étaient tout simplement vaporisés par la puissance de la bombe, comme c'était destiné à tuer ceux qui étaient en dessous, c'est des bombes spéciales. C'était vaporisé, en fait. Il y a même plus de corps. Enfin, on est dans un niveau de monstruosité, 6 immeubles rasés, enfin, absolument sans. Donc oui, effectivement, l'accusation de terrorisme, bon, c'est comment Et, dire, ça fera rire jaune beaucoup de monde. Tout mon à fait. cher, on a été plus long que ce qu'on avait prévu, mais c'est normal, il y avait beaucoup de sujets à voir, mais je veux dire, c'était la première fois. Il Mais va c'était falloir que, complet. il y aura probablement d'autres sujets, alors chacun comprendra que, bon, l'angle, l'outil marxiste pour appréhender le réel est quelque chose qui me convient très bien, mais bon, pas seulement, puis il faut Pas avoir seulement, faut être pluraliste. d'autres opinions, d'autres approches. On a Donc, cité beaucoup de gens qui sont pas forcément très marxistes dans cet entretien, tout à fait, tout à donc fait. voilà, on n'est pas sectaire. Mais c'est bien pratique. Voilà. Tout Merci à fait. infiniment, Victor. À très Merci bientôt. beaucoup, Régis. Hein, À très merci. bientôt. Alors là, je me tourne vers ceux qui nous suivent. Ça a été assez long. Il va falloir que je fasse un montage et puis que je découpe en séquences parce que ça, c'est pratique. Ça Oui, permet de revenir, etc. bien Hein, sûr. ce sont quelques petits exercices qui sont parfois chronophages, mais il va falloir que j'arrive à les mener. Salut!